À la mort de ma sœur, tout s'est effondré autour de moi, mais cette douleur déchirante a fait de moi un homme au caractère indomptable, le plus puissant des fils de la terre. Je n'ai jamais pu sortir de cette ombre qui m'engloutit, et avec les insultes constantes de ma famille et leur volonté de m'ignorer, j'ai choisi de fuir, de disparaître sous un autre nom. Autrefois, j'étais ce fou sans espoir, un jeune maître obstiné et sans force, mais pour trouver celui qui se cachait derrière la mort de ma sœur, je devais d'abord devenir plus fort. Et il me fallait une puissance qui dépasse celle de l'ordinaire, de l'humanité tout entière. Et finalement, j'ai réussi. Après 2 ans et demi de vie de mercenaire, j'avais acquis une renommée, des honneurs et une fortune sans fin. Le monde m'appelait le roi des mercenaires, mais au moment où je voulais revenir dans ma famille pour réparer mes erreurs passées, celle-ci, la famille Perdium, n'était plus que ruine, totalement détruite. Heureusement, le destin a été clément avec moi. Mon ennemi familial, impliqué dans la destruction de ma famille, Idun, l'un des 7 hommes les plus puissants du continent, m'a décapité, m'offrant une chance de renaître. Alors que je regarde mon reflet dans l'eau, une étrange confusion me saisit. C'est vrai, je ne comprends toujours pas que je sois revenu à la vie. Pourquoi ma nuque est-elle intacte? Est-ce que, ils m'ont utilisé dans des expériences magiques? À ce moment-là, un soldat entra dans la pièce. Je savais que vous vous réveilleriez, je vous reconnais. C'était un soldat de la famille Perdium, Ricardo. Pour comprendre la vérité, je dégainai mon épée et le menaçai. Si tu ne veux pas que ce jour devienne ton jour de malheur, tu ferais bien de répondre sincèrement à mes questions. Mais Ricardo soupira profondément sous ma menace. Même avec ça, rien ne changera, un nom reste un nom, jeune maître, me dit-il avec lassitude. Je restai complètement perplexe, lui demandant de quoi il parlait. Mais avant que je ne puisse réagir, il me repoussa brusquement. Tu t'es fatigué tout seul à force de t'agiter, comment peux-tu tout oublier si vite? Il est hors de question que tu prennes le commandement de la campagne contre les orques. Vite, prépare-toi, nous repartons pour le domaine de Perdium. Dès que j'entendis ces mots, je saisis immédiatement l'épaule de Ricardo. Perdium? Mais elle a été détruite depuis longtemps. Ricardo me conduisit alors jusqu'à une falaise d'où l'on pouvait voir la ville principale, et murmura discrètement, « Même si vous êtes pauvre, vous n'avez pas à maudire votre propre famille. Si le Seigneur l'entend, vous risquez la flagellation. » Je me pinçai violemment la joue, la douleur prouvait que ce n'était pas un rêve. Cela voulait dire que j'étais bien revenu à la vie, mais cela ne m'en réjouissait pas encore. J'ai sans doute voyagé dans le passé, une sorte de chronologie alternative. Les forces qui menaçaient ma famille avaient probablement commencé à mettre en place leur plan d'éradication bien avant. Mais pour l'instant, il fallait que je m'occupe de ce qui allait arriver. Ricardo avait mentionné le commandement de l'attaque contre les orques, un souvenir que je ne pouvais pas oublier. À l'époque, pour prouver ma valeur, j'avais insisté pour rejoindre l'expédition, venant défendre le fort de la ville contre 3 orques qui devaient attaquer. J'étais sûr que ce serait facile, un combat sans difficulté. Mais la réalité était bien différente. Ce n'étaient pas 3 orques, mais près de 200 bêtes qui s'étaient attaquées à nous, ce fut une débâcle totale, et l'armée de Perdium subit une défaite écrasante. Heureusement, le temps jusqu'à l'attaque nous permettait encore de préparer une meilleure stratégie. Mais avant que je n'aie le temps de terminer ma phrase, une tour de guet s'écrasa devant moi, pulvérisée par les orques. Les soldats en patrouille sonnèrent l'alarme, les orques étaient là. Face à une attaque de cette ampleur, nos soldats étaient condamnés à l'échec. Puis, au loin, une voix ordonna, « Ne paniquez pas, formez les lignes de défense. » C'était le commandant de l'escouade, Skovan. Mais il réalisa rapidement qu'il y avait un problème, les orques étaient bien plus nombreux que prévu. Cette équipe de chasse aux orques ne pourra pas résister indéfiniment, elle sera complètement anéantie. Alors que Skovan restait figé, un orque surgit soudainement par l'arrière et lança une attaque surprise. Voyant cela, je m'élançai immédiatement en avant, et d'un coup puissant, je poussai le commandant en arrière. Ce dernier stupéfait, assista à la scène, et face à la hache géante de l'orque qui dépassait ma taille, je frappai de haut en bas, tranchant non seulement l'arme de l'orque mais aussi son bras en 2. Après avoir terrassé cet orque, je me dirigeai droit vers Skovan et lui ordonnai, « Donne-moi le commandement de la chasse. » Mais dans cette situation de vie ou de mort, comment Skovan pourrait-il céder le commandement à un fou? Désolé, jeune maître, mais je ne peux pas. Il ajouta, ce n'est pas un jeu d'enfant, sa réponse m'irrita, mais je ne pouvais pas entièrement le blâmer. À sa place, je n'aurais pas confié une mission aussi cruciale à un incapable. Sans autre option, je passai à la stratégie B. Alors que Skovan se préparait à repousser l'assaut des orques, je lui volai sa place, dégainant mon épée et l'envoya valser. Skovan, qui manqua de peu de se faire blesser, me saisit par le col et me secoua. « Jeune maître, pouvez-vous cesser de compliquer les choses ?» Mais à ce moment-là, il vit que ma dernière attaque avait touché l'orque en pleine tête, le tuant sur le coup. Je regardai Skovan et lui demandai, « Tu sais ce qu'il y a de plus important dans un combat? Si même l'élan de la bataille est brisé, la fin de la guerre tu la connais mieux que moi, n'est-ce pas ?» Sans me soucier davantage du commandement, je me jetai dans la mêlée, la lame à la main. Le combat pour moi était un jeu d'enfant. Peu d'orques pouvaient me menacer.
Mais Skovan, stupéfait, resta figé pendant 2 ans et demi. Il avait du mal à croire que l'enfant sans magie, celui qu'on croyait incapable de tenir une épée, puisse désormais affronter seul des orques brutaux avec une telle aisance. Mes mouvements étaient si précis, mes attaques si fluides, que dans les yeux de Skovan, je semblais un maître d'épée expérimenté. Cependant, face à l'énorme nombre d'orques et à l'épuisement rapide de mes forces, je dus adapter ma technique et commencer à imiter certains héros de manga en jouant la carte de la survie. Ces femmes orques ne sont pas si redoutables, me dis-je. Sous mes moqueries, les orques se groupèrent autour de moi. Quant à ceux qui restaient, c'était à Skovan de les gérer. Heureusement, il ne me déçut pas. Quand tous les soldats pensaient que je fuyais, il comprit mon plan et en un instant, ordonna à toute l'armée de former un mur de boucliers pour m'appuyer. Malgré l'attaque des orques, j'étais déjà poussé au bord de la falaise. Mais en voyant ce qui se passait derrière moi, je souris et sautai dans le vide. Je laissai le reste entre les mains du destin. Skovan ordonna aux soldats de pousser les orques dans le précipice. Avec une énergie renouvelée, les soldats poussèrent de toute leur force les orques, jusqu'à les projeter de la falaise. Finalement, la chasse aux orques fut un succès avec un taux de blessure de seulement 10%. Mais c'était aussi, d'une certaine manière, une rédemption pour les erreurs de ma vie antérieure. Lorsque Skovan vit que j'étais suspendu à la paroi de la falaise, soutenu par mon épée, il voulut me tirer, mais épuisé, je ne pouvais même plus tenir mon arme. C'est alors qu'une voix résonna dans ma tête. « Frère, s'il te plaît, emmène-moi avec toi, c'est moi, ta sœur. » À ces mots, je fus brusquement tiré de mon rêve et tombé au fond du ravin. Miraculeusement, je survivais, mais mes forces étaient à bout et chaque respiration me faisait mal. À ce moment-là, celle que j'avais toujours admirée apparut, Belinda, celle qui m'avait accompagné depuis mon enfance. C'était mon mentor. Malheureusement, après la chute de ma famille, je n'avais plus eu de ses nouvelles. Belinda me réprimanda pour mon arrogance, mais avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, je la pris dans mes bras. « Belinda, je suis heureux de te revoir. » « Pourquoi être si heureux ? Nous nous voyons tous les jours, jeune maître. » À ce moment-là, une décision audacieuse germa en moi, lui révéler ma véritable identité de ressuscité. Reprenant mon sérieux, je lui révélai que j'étais un réincarné et qu'une crise guettait Perdium. N'empêche, Belinda ne croyait pas un mot de ce que disait le jeune maître que je suis. Elle me rétorqua même que la véritable crise que Perdium a rencontrée, c'est moi. Voyant que je continuais à radoter, elle me réprimanda comme un gamin de 10 ans. Belinda m'a donné une leçon de 2h30, puis elle m'a demandé si je voulais participer à la cérémonie qui aurait lieu une semaine plus tard. En entendant cela, mes pupilles se sont soudainement rétrécies. Belinda a cru que j'avais oublié cette chose importante et a plaisanté en disant que si mademoiselle Helena l'apprenait, elle serait très en colère. Mais ce n'était pas le cas, car le jour de la cérémonie était le jour où Helena avait rencontré ce point de temps qui m'a torturé toute ma vie. Quoi qu'il en soit, je devais absolument le modifier. C'est alors qu'Helena est entrée en poussant la porte, spécialement pour vérifier. Voyant la situation, je l'ai serré fort dans mes bras et ai dit avec passion, « Frère a pensé à toi. » En entendant cela, Helena a eu un sentiment de dégoût extrême. « Vite, éloigne-toi de moi, qu'est-ce que tu racontes encore ?» Avec cette poussée d'Helena, j'ai failli ne plus pouvoir respirer. Il faut dire que le talent de ma sœur est bien supérieur au mien, elle est si forte à un si jeune âge. Elle semblait m'en vouloir pour quelque chose que je lui avais dit de déplaisant. Mais ce que j'ai dit ensuite a stupéfait Belinda et Helena. « Je suis désolé, je suis vraiment allé trop loin. » Le jeune maître s'excusant spontanément, c'était vraiment étrange. Comme l'a dit Belinda, elle a bien fait de m'appeler, le cerveau de mon frère a vraiment été atteint après le choc. En entendant cela, j'ai voulu répliquer, mais la douleur a de nouveau envahi mon corps. Les voir sourire en me voyant souffrir m'a guéri, elle n'avait pas changé, c'était exactement la vie que je voulais. Quant à ce qui allait suivre, je devais d'abord commencer mon entraînement. Cette fois, je ne laisserai pas ceux qui veulent tuer Helena réussir. Soudain quelqu'un frappa à la porte, demandant à entrer. Il s'agit des gardes d'Helena, Jamal et Philippe. Helena leur demande pourquoi ils sont là, rappelant qu'elle leur avait dit d'attendre dehors. Jamal s'excuse et explique que les domestiques ont demandé à Helena de superviser leur travail sur les provisions. Je demandais pourquoi il serait nécessaire qu'Helena s'en charge. Belinda, exaspérée, me rétorque qu'étant un gros paresseux, je ne pouvais pas comprendre. En réalité, il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine. Je m'interrogeais sur la situation, était-elle si critique qu'Helena devrait y travailler aussi ? N'ayant pas géré ce genre de choses dans le passé, je ne savais pas où me placer. Je me tournai alors vers ma sœur et lui proposa de l'aider. Helena n'en croyait pas ses yeux, tout comme Belinda, choquée par ma proposition. Dehors, on apercevait plusieurs marchands qui s'installaient en vue du festival. J'étais si heureux de revoir ma sœur que je la harcelais pour rester avec elle. Helena, agacée, m'ordonna de partir expliquant que ma présence risquerait d'effrayer les travailleurs. Au même moment, un homme accourut en m'interpellant. Surpris, je reconnus Fergus, un vieux chevalier qui était responsable de l'entraînement de Perdium. Fergus, bouleversé, commença à pleurer, heureux que j'ai survécu à l'attaque des orques. Moi je voulais juste qu'il arrête de parler. Helena, quant à elle, trouvait l'intervention de Fergus opportune. Elle demanda à Fergus de me raccompagner dans ma chambre.
Trêve de plaisanterie, j'interpellai Fergus, je veux m'entraîner dans l'aire d'entraînement préparatoire. Fergus a trouvé cela aussi étrange que le soleil se levant à l'ouest, car depuis ma naissance, je détestais l'entraînement. Un instant plus tard, Fergus m'a emmené dans une aire d'entraînement tout à fait neuve. En voyant tout l'équipement à l'intérieur, je me suis senti honteux. Même en tant que roi des mercenaires, je n'avais jamais eu un tel traitement. C'est alors que j'ai appris par le vieil homme Fergus que cette aire d'entraînement m'était toujours réservée, car on craignait que j'en ai soudain besoin, et l'équipement était toujours entretenu et réparé. Je ne suis pas doué pour les remerciements, mais vieil homme Fergus, tu dois rester en vie, mourir est vraiment une expérience terrible. Tu l'as déjà vécu, n'est-ce pas? En entendant cela, mes yeux se sont illuminés, enfin quelqu'un qui comprend. Oui monsieur, je suis revenu d'entre les morts, mais comme Belinda, Fergus ne me croyait pas. Peu importe, après l'avoir congédié, je me préparais pour mon premier entraînement. Je devais devenir plus fort, afin de protéger les personnes que j'aime. Pour qu'un humain puisse utiliser la magie pour améliorer ses capacités physiques, il doit sentir et absorber les particules magiques présentes dans l'air et les condenser en la première couche du noyau magique. Assis en tailleur, je me suis rappelé la méthode décrite dans le grimoire de ma vie précédente. Pour moi qui avais passé des années sur les champs de bataille, créer la première couche du noyau magique était aussi simple que de manger. Rapidement, j'avais formé 3 noyaux magiques et forcé ma progression, en les reliant directement. Cependant, cette prouesse s'accompagna d'un contre-coup sévère, du sang s'écoula de mes 7 orifices. Cela semble être ma limite actuelle. Dans ma vie précédente, j'ai dû me battre pour atteindre le 5e niveau du noyau magique, mais cela n'a pas d'importance. Le 3e niveau suffit pour que je puisse libérer une force explosive en peu de temps, et ces gens ne dépêcheront certainement pas les meilleurs experts de leur famille pour s'en prendre à une petite fille. C'est ainsi que j'ai tiré les leçons de ma défaite dans ma vie précédente. Même si cette méthode d'entraînement me rend plus fort temporairement, elle consomme de plus en plus de magie pour la maintenir. Heureusement, dans cette nouvelle vie, j'ai 2 grands avantages, un corps jeune et beaucoup de temps. Les obstacles qui m'empêchaient d'augmenter ma magie à son maximum n'existent plus. Dans ma vie précédente, vous avez coupé la tête de mon père, mais dans cette vie, je vous ferai payer un par un. Attendez et voyez, vous, les chiens qui manœuvrez dans l'ombre avec vos sales tours, et toi, prince de Delphine, qui a détruit ma famille Perdium. Le temps a rapidement passé, et nous sommes arrivés au soir de la cérémonie qui se tenait une semaine plus tard. Je suis entièrement équipé et prêt, et quand ma sœur Helena m'a vu, elle a affiché une expression de surprise. « Je ne pensais pas que tu aurais le temps de venir à la cérémonie, » dit-elle. « Les années précédentes, je ne voyais même pas ton ombre, et j'ai entendu dire que tu t'entraînes sans relâche, ton cerveau n'a pas été endommagé par ces bêtes, n'est-ce pas ?» J'ai répondu qu'en tant que premier héritier de Perdium, il est naturel que je devienne plus fort pour protéger la famille. Helena est restée sans mots. Avant, tu détestais l'idée d'hériter, tu priais presque pour tomber gravement malade ou mourir au combat, juste pour éviter ce rôle. À ces mots, je m'agaçais intérieurement, moi qui fais tout pour la protéger, elle ose espérer ma mort? Je m'apprêtais à répliquer mais, voyant qu'elle semblait vraiment profiter du festival ce soir, je décidai de ne pas m'attarder sur ce détail. Après une semaine d'enquête, j'ai découvert que la ville et les rues étaient comme d'habitude, sans phénomènes anormaux. Même si je connais certaines informations sur l'avenir, je ne peux pas prédire les événements inconnus. Cela signifie que chaque étape de ce jeu inconnu doit être jouée par moi. Sous la conduite d'Helena, nous avons goûté aux différents mets de la rue de la cérémonie. Mais comme les préparations sont toujours les mêmes chaque année, Helena s'est vite lassée et souhaitait voir quelque chose d'innovant. Pour ma part, je restais vigilant, observant tout autour de moi, peut-être parce que j'étais trop près d'Helena, jusqu'à la fin de la cérémonie, l'adversaire n'a pas montré le moindre signe. Alors que je réfléchissais à la possibilité d'aller voir le niveau principal, un soldat est arrivé et a informé Helena qu'un spectacle spécial allait avoir lieu, et qu'il allait l'y emmener. Helena s'est jetée à la main du soldat sans hésitation. Le soldat de gauche s'appelle Jamal, et celui de droite s'appelle Philippe. Ils ont grandi avec Helena et sont reconnus comme les plus fidèles serviteurs du domaine. Mais à ce moment-là, tout a commencé à ne plus tenir la route. Ces 2 gars étaient en réalité des traîtres cachés près d'Helena. Quelques marches plus tard, Philippe a indiqué un endroit en disant que c'était là que le spectacle spécial aurait lieu. Mais le lieu était vide, sans aucune trace de présence à part nous. Helena avait du mal à imaginer ce qu'un spectacle dans un endroit aussi sale pourrait bien avoir de spécial, et a demandé « Allez, emmenez-moi ailleurs, sinon je vais vous faire couper votre salaire quand on rentrera. » De mon côté, j'observais toujours l'environnement. À première vue, c'était une rue déserte, mais en réalité toutes les issues de fuite étaient parfaitement bloquées. Soudain, j'ai été tiré par une force surpuissante. C'était Helena, qui ne voulait plus traîner à cet endroit, et qui m'a tiré pour rentrer dormir. Mais à la seconde suivante, Philippe a bloqué Helena, la menaçant d'un regard féroce. « Je t'ai dit d'attendre, si tu ne te tiens pas tranquille, je vais te découper en morceaux. » Ces mots ont fait trembler Helena de peur. « Que voulez-vous nous faire ? Je vous préviens, si nous ne rentrons pas aujourd'hui, les gens du domaine ne vous laisseront pas tranquille. » Philippe a décidé de ne plus jouer la comédie, c'est une mission bien rémunérée après tout.
D'un air lugubre il déclara « Restez sagement ici, sinon ne vous plaignez pas si je suis sans pitié ». Sur ces mots, 3 hommes de grande stature sont apparus derrière Philippe. Si je ne me trompe pas, ce sont les commanditaires qui ont engagé ces 2 traîtres. Philippe a répondu « Bien sûr, maintenant que je vous ai amené la personne, n'oubliez pas de nous laisser nous venger ». L'homme au chapeau n'a pas répondu, car il a reconnu un visage familier. Ce n'est pas le jeune maître inutile de Perdium? La mission ne mentionnait pas qu'il devait être amené aussi. Philippe a expliqué « C'est ce crétin qui est venu de lui-même, si vous le considérez comme un bonus, c'est bien. Sinon, c'est comme convenu. » Une fois que Philippe a fini de parler, j'ai dit froidement « Ne croyez pas que nous vendre vous permettra de sortir d'ici indemne. Jeune maître, préoccupez-vous d'abord de vous-même. Moi, ça fait longtemps que j'en ai marre de cette famille Perdium misérable. Toujours combattre les orques à la frontière. Je ne supporte plus ce mode de vie. » Mais au moment où Philippe a fini de parler, j'ai tiré mon épée de ma ceinture et l'ai abattu d'un seul coup, l'achevant instantanément. Jamal, qui a vu la scène, a été paralysé, incapable de prononcer un mot. C'est là le sort de ceux qui trahissent leur domaine. Pris de panique, Jamal attrapa Elena pour la prendre en otage, pensant pouvoir me faire chanter. Mais à peine avait-il commencé à dégainer son arme que ma lame transperça déjà sa tête. Jamal ne put même pas croire ce qui venait de se passer. Jusqu'à son dernier souffle, il n'aurait jamais imaginé que le bon Arien de Perdium, connu pour ne rien savoir faire d'autre que jouer, puisse l'abattre avec de la magie. Elena de son côté, commençait à perdre son calme. Pour éviter qu'elle interfère avec mes prochaines actions, je pris la décision de l'assommer. Une frappe rapide à la nuque, et elle s'effondra, inconsciente. Cela éviterait qu'elle soit témoin de scènes encore plus sanglantes à venir. Le type au chapeau, voyant comment j'avais éliminé les 2 soldats en un clin d'œil, semblait surpris. Tout le continent sait que l'aîné des Perdium est un incapable, et là, tu manies la magie? Alors tu cachais bien ton jeu, hein? Je ne répondis pas. Je retirai simplement ma lame du corps au sol et observai mes adversaires. Il y en avait 3 en face de moi. 2 d'entre eux dégageaient à peine de la magie, mais le type au chapeau semblait être un adversaire sérieux. Je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps. Alors, qui vous a engagé pour tuer ma sœur? Demandai-je. L'homme au chapeau ricana avec mépris. Tu es sur le point de mourir, alors pourquoi te fatiguer avec ce genre de questions? À peine avait-il terminé que ces 2 acolytes dégainèrent leurs armes et foncèrent vers moi. Attrapez-le vivant. On s'amusera à le torturer après. Face à leur charge, je restai imperturbable. Je sortis une petite bombe de mon sac, je l'ai lancée et j'ai profité de l'explosion pour me faufiler et transpercer le premier ennemi en un éclair. Voyant une ouverture après mon attaque, le deuxième fonça sur mon flanc. Mais ses mouvements étaient trop prévisibles. Je bloquai son attaque avec une parade simple, attrapai sa lame de ma main droite et la lui arrachai brutalement. Désarmé, il n'était plus qu'une proie facile. En quelques secondes, il rejoignit son compagnon. C'est alors que je sentis une intention meurtrière derrière moi. Le type au chapeau tentait une attaque sournoise. Mais ayant passé des années à survivre sur les champs de bataille, mon instinct était affûté. Je me retournai à temps pour bloquer son coup. Il s'étonna de mon étrange posture d'escrime et murmura « Comment un geste aussi bizarre peut-il neutraliser mon attaque ?» Il était maintenant méfiant. Profitant de sa confusion, je fis un pivot rapide à 180 degrés, visant ses jambes. Il réagit à temps pour sauter, mais ma technique était imprévisible. Enchaînant avec une frappe ascendante, je réussis à entailler son cou. Cependant, contre toute attente, malgré cette blessure, il parvint encore à contre-attaquer. Je réussis de justesse à bloquer son coup, mais en observant de près son entaille, je remarquai une concentration de magie inhabituelle. Voilà pourquoi il avait survécu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il utilise cette méthode de défense, concentrer sa magie en un point précis de son corps pour atténuer les dégâts. Quant à l'homme au chapeau, bien qu'il trouve mes techniques d'épée étranges, face à une écrasante supériorité, toutes ses luttes sont vaines. Meurs, sale gamin, avec ta magie, tu n'as aucune chance de me battre. La situation semblait lui donner raison, j'étais effectivement en position défavorable. Mais il ne se doutait pas que c'était volontaire. Je voulais tester l'étendue de sa puissance. Je lui lançai avec mépris, « Vieille charogne, c'est tout ce dont tu es capable ?» Sur ces mots, je plantai mes 2 épées dans le sol pour stabiliser ma position, chargeai mon pied gauche et me propulsai violemment vers son visage. Même si l'homme au chapeau se ressaisit rapidement, je pensais que mon attaque n'avait pas été assez puissante pour lui causer des dommages sérieux. Pourtant, au moment où il tentait de répliquer, une violente sensation de vertige l'envahit, et il cracha du sang, tremblant de tout son corps. Impossible. Tout à l'heure, même avec une lame tu ne pouvais pas briser ma défense, et là, un simple coup de pied. Sa réaction était normale. Un combattant de premier niveau ne peut pas rivaliser avec un expert de 3e niveau. Crève, vieille charogne, hurlai-je en enchaînant mes attaques. Avec mes 2 épées, je frappais si vite et si fort que ses tentatives de défense étaient désespérées. Finalement, ses mains tremblaient, sa lame se fissurait, et d'un coup final, je brisai son épée et ouvris une profonde entaille sur sa poitrine. Mais je ne pouvais pas le tuer tout de suite, il restait une question à laquelle il devait répondre. Pour être sûr, je décidai de détruire son cœur magique. Je lui assénai un coup au cou et demandai froidement
Je répète, qui vous a envoyé pour tuer ma sœur? À cet instant, une lame cachée jaillit de sa manche, visant Elena, toujours allongée à terre. Mais j'étais prêt. Ma magie me permet de manipuler les énergies à distance. Anticipant une telle bassesse, j'avais déjà tendu des fils magiques pour parer toute attaque sournoise. Ne tente rien d'autre. Réponds honnêtement à ma question. Si tu coopères, je pourrais l'envisager de t'épargner. Voyant qu'il ne réagissait pas, j'accentuai la pression de ma lame sur son cœur magique. Pris de panique, il céda enfin. D'accord, c'est le comte Desmond qui nous a envoyés. Il veut provoquer un conflit entre votre famille et celle des deux gardes, espérant que vous vous détruisiez mutuellement. Comme je m'en doutais, c'était bien l'œuvre de ce lâche. Dans ma vie précédente, il n'agissait jamais en personne, préférant manipuler les autres pour faire son sale boulot. Une chose que j'ai apprise dans ma vie passée, dis-je froidement, c'est de ne jamais épargner ceux qui s'en prennent à mes proches. Sur ces mots, je détruisis son cœur magique. Dans un dernier acte désespéré, il tenta de m'attaquer, mais pour moi, c'était comme repousser un insecte. Les abrutis de son espèce finissent toujours comme ça. Avec la chute de mon dernier ennemi, la bataille touchait à sa fin. Je vérifiai qu'Elena était indemne. Ce n'est qu'à cet instant que je pus relâcher ma vigilance, mais à peine avais-je abaissé mes armes qu'une douleur aiguë envahit tout mon corps. Comme prévu, ce corps que je venais de réentraîner ne supportait pas encore l'utilisation prolongée du 3e niveau de maîtrise. Il allait falloir s'entraîner davantage. Si jamais les ennemis de ma vie passée réapparaissaient, je devrais être prêt. Après avoir trouvé refuge dans une maison proche, je réfléchis aux paroles de l'homme au chapeau. Leur mission était de tuer Elena pour déclencher une guerre entre notre famille, Perdium et les deux gardes. Dans ma vie précédente, je savais déjà ce qui allait se passer. Quand j'avais découvert le corps d'Elena, le fils aîné de la famille de garde gisait à ses côtés. Par la suite, ce dernier était accusé du meurtre d'Elena. C'est à ce moment précis qu'une bombe à retardement avait été discrètement placée au sein de ma famille Perdium. Pour éviter que cela ne se reproduise, j'ai décidé d'effacer toute preuve. Maintenant que je suis revenu à la vie, il est hors de question que je les laisse accomplir leur plan diabolique. Alors que je portais Elena pour quitter les lieux, un homme vêtu de noir est soudainement apparu derrière moi. Mais il s'est volatilisé aussi vite qu'il était venu. Ce dernier était en réalité l'intermédiaire chargé d'orchestrer l'assassinat d'Elena. Après l'échec de leur plan, cet homme en noir faisait face à de violentes accusations. Dans un espace secret et sombre, se déroulait une réunion. Tu n'es même pas capable de t'occuper d'une gamine. Tu engages vraiment des assassins au hasard, on dirait. Pris de panique, l'homme en noir tenta de se justifier. C'est le grand frère de Perdium, comment aurais-je pu savoir? Mais à peine avait-il commencé à parler qu'il fut interrompu par des coups de poing sur la table. Ce déchet que même sa propre famille considère comme irrécupérable? Comment aurait-il pu interférer avec notre opération? Tu es en train d'inventer des excuses pour dissimuler ton échec. L'homme en noir suppliant, expliqua, je vous jure que c'est vrai. J'ai vu de mes propres yeux qu'il possédait une puissance magique exceptionnelle, peut-être même supérieure à la mienne. C'est pourquoi je n'ai pas osé agir précipitamment et suis revenu vous faire un rapport. Malgré tout, son explication ne convainquit personne. Tu n'as même pas réussi à éliminer 2 enfants, comment pouvons-nous croire que tu seras capable de réussir quoi que ce soit d'autre? C'est alors qu'une voix glaciale s'éleva depuis l'obscurité. Silence, l'homme en noir fut interrogé directement. Tu sais ce qui t'attend si tu échoues à nouveau, n'est-ce pas? Terrifié, il promit qu'il ne répéterait pas ses erreurs et révéla qu'il avait trouvé un nouvel assassin, Kane Rogue. Ce dernier, malgré son jeune âge, était réputé pour sa maîtrise exceptionnelle de l'épée et sa force brute qui le rendait imbattable dans le Nord parmi ses pairs. Mais surtout, Kane était le cousin du grand frère de Perdium. Pendant ce temps, dans la capitale de Perdium, Fergus était venu me chercher au terrain d'entraînement. Il fut stupéfait de me voir utiliser mes fils magiques pour saisir une épée accrochée au mur. Curieux, il me demanda, « Jeune maître, comment fais-tu ça ?»« Ah, ça ?» répondis-je en souriant, « c'est ce qu'on appelle des fils magiques. Ils sont fabriqués à partir de magie pure. » Fergus honteux, baissa les yeux. « J'ai passé des années à m'entraîner à la magie et à accumuler de l'expérience, mais toi à ton âge, tu as déjà inventé une nouvelle façon de l'utiliser. » Sa réaction était compréhensible. Il y a à peine un mois, je ne maîtrisais même pas la magie. Aujourd'hui, mes compétences à l'épée et en magie s'étaient considérablement améliorées. C'était une source de fierté, car cela renforçait ma légitimité en tant qu'héritier principal de la famille. Au fait, merci d'avoir protégé mademoiselle Elena. Il n'y a pas de quoi me remercier. En tant que son frère, c'est mon devoir de veiller sur elle. Le temps passa, et je savourais un déjeuner avec Elena. Elle était grincheuse car on ne la croyait quand elle disait que j'étais son sauveur, mais moi, je m'en fichais. Voir qu'elle était saine et sauve dans cette vie me remplissait de joie, mais je savais que ce n'était qu'un répit temporaire. Ses ennemis n'allaient pas abandonner après un seul échec. Pour changer le destin tragique de ma famille Perdium, il ne suffisait pas que je devienne plus fort. Il fallait aussi renforcer la puissance militaire de notre maison. Mais mes pensées furent interrompues lorsqu'une domestique apporta le dessert. Perplexe, je lui demandai « Attendez, où est le plat principal ?» Belinda répondit alors une chose terrifiante «
notre famille était si ruinée que nous n'avions presque plus rien à manger. À cet instant, des voix bruyantes de parents retentirent à l'extérieur de la fenêtre. Alors, en raison de l'annulation forcée de la célébration après seulement une journée, les marchands qui n'ont rien gagné cette année, se sont rassemblés en masse devant le château pour exiger des compensations. Faites sortir le seigneur, sinon on démonte le château et on le vend comme de la ferraille. Voyant la situation dégénérer, je ressentis un très mauvais pressentiment. Vu leur état d'esprit, si personne ne les arrêtait, ils allaient vraiment passer à l'acte. Je me tournai alors vers Fergus. « Vieil homme, tu ne pourrais pas descendre avec quelques soldats pour les intimider un peu ? Juste de quoi gagner du temps pour calmer leurs nerfs. » Mais Fergus impuissant, répondit « Je ne peux rien faire. » Avec les attaques de plus en plus fréquentes des orques sur la frontière nord, tous les jeunes soldats de la ville ont été envoyés en renfort. Et n'oublie pas, pas loin sur la gauche, il y a la forêt des créatures magiques. À tout moment, des monstres peuvent surgir et attaquer Perdium. Face à cette accumulation de mauvaises nouvelles, je commençais à me sentir complètement anesthésié. Non seulement la famille n'avait plus d'argent, mais ses forces militaires étaient également en lambeaux. Pas étonnant que dans ma vie précédente nous ayons été exterminés si rapidement. Je pris Belinda à part et lui murmurai « Tu as toujours géré mon argent, non ? Tu ne pourrais pas utiliser un peu de ces fonds pour payer les marchands ?» Belinda impassible répondit « Ton argent ? Il n'y a plus un sou depuis longtemps. À force de dépenser sans compter, le comte a arrêté de te donner ton argent de poche. Alors prête-moi un peu. » Belinda esquissa un sourire sans rien ajouter. Heureusement, les marchands après avoir fait tout ce bruit, se contentèrent de menacer et repartirent bientôt. Cette petite scène m'a appris une leçon importante. L'argent ne fait pas tout, mais sans argent, on ne peut rien faire. Il me fallait impérativement trouver une solution pour renflouer nos caisses. C'est à ce moment qu'un soldat arriva en courant, l'air paniqué. « Jeune maître, ce n'est pas bon, quelque chose de grave se passe dehors. Le jeune maître Kane veut absolument vous rencontrer en personne. » Lorsque j'arrivai sur place, les soldats de garde avaient déjà été mis hors de combat, gisant à terre dans un état critique. Voyant cela, ma colère monta en flèche. Je lui lançai « Kane, c'est bien toi, n'est-ce pas ?» Kane éclata d'un rire moqueur. « Et toi, mon cher cousin, le déchet de Perdium ?» Son visage me semblait étrangement familier. Kane était l'héritier de la famille Loge, allié de la nôtre. Dans ma jeunesse, il avait été mon seul véritable ami, mais aussi mon pire ennemi. Je me tournai vers Ricardo derrière moi, pour comprendre ce qui s'était passé avant cette pagaille. Alors, Ricardo, explique-moi ce qui s'est passé avant que Kane ne débarque ici. Ricardo, visiblement gêné, expliqua. Après l'arrivée du jeune maître Kane en ville, j'ai accompagné le commandant pour l'accueillir. Mais dès qu'il nous a vus, il a commencé à poser des questions sur les rumeurs qui circulaient à votre sujet. Même si le commandant a tout expliqué honnêtement, Kane refusait de le croire. Il l'a accusé de mentir délibérément et, eh bien, voilà où on en est. À peine Ricardo eut-il terminé son récit que Kane, avec un sourire sarcastique, ajouta « Quand on dit n'importe quoi, il est normal d'être puni, non ? Sinon, où serait la dignité de votre maître ?» Il poursuivit sur un ton encore plus méprisant « Franchement, c'est hilarant. Ce vieillard ose prétendre qu'un incapable comme toi, qui n'a jamais été formé sérieusement, pourrait abattre des orques à lui seul et punir 2 traîtres au sein de sa propre famille ? Qui pourrait croire à une telle absurdité ? Tout le monde sait que tu es la honte de Perdium, une véritable tumeur gangrenant cette maison. » Les paroles de Kane me donnèrent la nausée. Dans ma vie précédente, chaque fois qu'il mettait les pieds à Perdium, cela finissait toujours en chaos. Pire encore, il prétendait que ces actes étaient faits sous mes ordres. J'avais beau nier avec toute ma force, mes explications étaient inutiles. Comme Kane était le coupable, mais que j'avais depuis toujours une réputation de fauteur de troubles, personne ne croyait jamais à ce que je disais. De plus, Kane dégageait depuis son enfance une confiance excessive et une allure imposante dans tout ce qu'il faisait, ce qui lui valait une bonne réputation et des attentes positives de la part de tout le monde. À ce moment-là, Kane semblait un peu perplexe. Avant, dès qu'il me provoquait, je ripostais systématiquement avec acharnement, ce qui compliquait souvent ses plans. Mais cette fois, ma patience inattendue déstabilisait le bon déroulement de ses intentions. Il s'avéra que peu de temps auparavant, l'homme en noir qui avait planifié l'assassinat d'Elena avait contacté Kane, lui demandant de tuer l'héritier de Perdium. En échange, il lui promit que quelqu'un de haut placé fournirait un soutien politique à la maison Loge après l'accomplissement de cette tâche. Évidemment, Kane fut tenté. Cependant, éliminer un prétendu héritier légitime comme moi posait des problèmes. L'homme en noir lui dévoila alors un plan détaillé, provoque-le en duel. Pendant le combat, nous créerons une distraction pour en finir avec lui. Ne t'inquiète pas, je me déguiserai en chevalier protecteur pour t'accompagner et gérer toute situation imprévue. C'est une opportunité rare, tu ne peux pas la laisser passer. Malgré une certaine hésitation initiale, Kane accepta sans trop de réflexion, poussé par l'ambition de renforcer sa maison familiale. Ce déchet a vraiment changé, sa capacité à encaisser est impressionnante. Je vais devoir trouver un moyen de l'énerver, pensa Kane. Il reprit alors, puisque je suis là, en tant qu'invité, tu ne vas pas me traiter dignement ? Maintenant que la fête a été interrompue, il faut bien faire quelque chose pour raviver l'ambiance.
Nous nous entendons si bien sur ce genre de divertissement, non? Ces paroles me rappelèrent certains souvenirs. À chaque visite de Kane, il exigeait inévitablement de l'alcool et des plaisirs coûteux. À l'époque, par peur de me faire gronder, j'obéissais toujours à ses demandes, ce qui m'avait ruiné et privé de mon argent de poche. En parlant d'argent, c'est précisément ce qui me manque le plus en ce moment. Puisque Kane était ici, c'était l'occasion de régler les comptes. Voyant que je restais immobile, Kane s'impatienta. « Allez, dépêche-toi et va me chercher ce qu'il me faut, sinon… » Je l'interrompis brusquement. « Je crois que c'est toi qui devrais préparer quelque chose, tout l'argent que tu as dépensé lors de tes visites venait de ma poche. En comptant le principal et les intérêts, tu me dois 1000 pièces d'or. » Kane éclata de rire. « Tout ça, c'était volontaire de ta part pour te rapprocher de moi. Si tu ne comprends pas ce qu'est une taxe d'amitié, retourne donc dans le ventre de ta mère pour te faire refaire. » Taxe d'amitié? Tu te moques de moi depuis le début, je te préviens, rends-moi ce que tu me dois avant que je perde patience. À cet instant, le visage de Kane s'assombrit, et Ricardo qui se tenait à côté, réalisa que mes paroles venaient de mettre Kane hors de lui. Soudain, Kane se leva et déclara « Ne pense pas qu'un chevalier qui raconte des mensonges te rend plus fort, un déchet reste un déchet. Devant ma puissance, tu n'es qu'un tas de… » Avant qu'il termine sa phrase, il brandit son poing, aussi massif qu'un rocher, et tenta de m'atteindre. Mais je restai parfaitement calme. À seulement quelques millimètres de moi, j'esquivai aisément sur le côté. Voyant cela, Kane pensa que ce n'était qu'un coup de chance, il enchaîna avec un autre coup, un puissant coup latéral. Cependant, ayant anticipé son mouvement, je me baissai et ripostai avec un uppercut directement sur ses côtes. Ce n'était pas suffisant, j'enchaînai immédiatement avec un coup de poing droit en direction de son visage. Malheureusement, Kane intercepta le coup avec sa main. Mais alors que son expression semblait toujours confiante, il se mit soudain à crier de douleur et s'écroula par terre. À ce moment-là, l'homme en noir déguisé en soldat accourut immédiatement. « Jeune maître Kane, tout va bien? Si quelque chose vous arrive, ce sera catastrophique. » Je savais que Kane simulait, mais j'ignorais ce qu'il comptait tirer de ce petit théâtre. Pendant que je réfléchissais, l'homme en noir se mit à crier pour attirer l'attention des passants. « Pourquoi attaquez-vous notre jeune maître? Une telle agression risque de nuire à notre alliance entre nations. » En réalité, ces paroles n'étaient pas adressées à moi, mais visaient à rassembler des témoins et à me faire passer pour l'agresseur. À ce stade, je compris enfin les intentions de Kane. S'il voulait jouer à ce jeu, je n'allais pas me retenir. De son côté, l'homme en noir félicita Kane pour son jeu d'acteur remarquable. Pour les spectateurs, il était évident que j'étais l'entor. L'heure était venue pour Kane de poursuivre son spectacle. « Je vais te tuer aujourd'hui. Cette opportunité est un don du ciel pour que la maison loge retrouve sa grandeur, et je ne la laisserai pas passer. » Ensuite, Kane sortit une paire de gants bleus, prêt à me les lancer pour formaliser une demande de duel. Mais je pris les devants. Moi, Ghislain Perdium, je défie officiellement Kane Loge pour un duel. Comment pourrais-je laisser passer ça? Tu oses encore te pavaner ici à Perdium, blesser mes chevaliers de la garde? Je vais te faire payer pour tout ça aujourd'hui. Kane éclata de rire en entendant ma déclaration. Je savais que tu étais stupide, mais pas à ce point. Tu viens littéralement de signer ton arrêt de mort. Très bien, j'accepte ton défi, mais ne pense pas que tu pourras changer d'avis, il sera déjà trop tard quand tu brûleras en enfer. Face à ces provocations, je ne montrai aucun signe de peur. Au contraire, je donnai des instructions à Ricardo. Va chercher les commerçants qui sont venus réclamer des dédommagements aujourd'hui. Dis-leur qu'il y a ici une occasion en or pour eux de gagner gros. Avec ces mots, la nouvelle du duel se répandit rapidement, et une foule d'observateurs commença à s'amasser autour de nous. Ce tumulte attira naturellement plus de clients vers les étals des commerçants, qui comprirent vite qu'une telle foule signifiait davantage de ventes, car les gens adorent manger en regardant un spectacle. Pour couronner le tout, nous ajoutâmes un système de paris à la confrontation. Les cotes étaient sans appel, Kane était favori à 0,1 contre 1, tandis que pour moi, elle montait à 10 contre 1. Évidemment, tout le monde misa sur Kane. Ses compétences et sa force étant largement reconnues, certains n'hésitèrent pas à parier des sommes colossales. Kane me lança un regard méprisant et dit « Transformer un duel sacré en vulgaire pari. Quelle honte! Mais peu importe, sache une chose, je ne te laisserai pas abandonner. Ce duel ne prendra fin que lorsque je t'aurai mis à terre, ou pire. Épargne-moi tes discours, répondis-je calmement, tout le monde est là, alors allons-y. » C'est alors qu'un homme en noir intervint bruyamment, « Ce duel ne peut pas avoir lieu. Personne ici ne veut parier sur le challenger, soit il trouve quelqu'un pour miser sur lui, soit il parie sa propre vie. » Un silence gêné s'installa aussitôt dans l'assemblée. Personne ne voulait se risquer à soutenir un prétendu perdant. Kane, toujours aussi moqueur, ajouta, « Pathétique, même les citoyens de Perdium ne te soutiennent pas. Un héritier aussi minable, c'est risible. » Mais à ce moment précis, le commandant et Ricardo surgirent de la foule, une bourse pleine à la main. Nous misons sur notre futur chef de famille. Leur intervention fit sensation, mais ce n'était pas tout. Elena et Belinda arrivèrent également, apportant de l'argent supplémentaire. « Est-ce suffisant ?» demandèrent-elles. « Plus que suffisant.
répondit l'organisateur des paris en s'exclamant d'enthousiasme. Avec le retentissement d'une cloche, le duel débuta officiellement. Je m'adressai alors à Kane. Puisque je suis ton cousin, je te laisse l'honneur de commencer. Allez, montre-nous de quoi tu es capable. Mais veille à ne pas décevoir ceux qui comptent sur toi. Mes paroles semblèrent amuser Kane. Merci pour ton incroyable générosité, mais si tu espères me battre, tu devrais d'abord aller dormir pour en rêver. Sans attendre, il s'élança en un bond fulgurant. Bien qu'il fût massif pour son âge, sa vitesse n'était pas négligeable. Heureusement, je réagis à temps en levant mon épée pour parer son assaut. Je savais que je ne pouvais pas me permettre de rester en position de force pure trop longtemps face à lui, sa puissance surpassant celle de mon corps actuel. À ma grande surprise, ce type réussissait à annuler complètement l'élan de recul de ses attaques. Sa peau était si dure que même la lame de mon épée semblait inutile contre lui. Soudain, il inversa sa prise sur son épée et utilisa le pommeau pour me frapper. Bien que j'ai réussi à esquiver sans la moindre égratignure, son assaut ne perdait rien en intensité. Une puissante attaque aérienne avec son pied visait directement le sommet de mon crâne. Sur le champ de bataille, je n'avais même pas une ouverture pour contre-attaquer. Les spectateurs semblaient déjà prêts à ramasser leur gain, et même Belinda pensait qu'il fallait mettre fin au duel, persuadée que je n'avais aucune chance face à Kane. Tout le monde savait que la force de Kane résidait dans ses attaques brutales. Elles étaient si féroces que ses adversaires, incapables de trouver une occasion de riposter, se retrouvaient acculés à esquiver ou fuir. Kane n'avait alors qu'à exploiter une seule faille dans leur fuite pour les abattre et décrocher la victoire. On dirait que tu es devenu meilleur, mais seulement dans l'art de courir, lança Kane moqueur. Après ces mots, il fit tourner son épée avant de la saisir à deux mains, une méthode qu'il utilisait souvent pour augmenter la force de ses attaques. Lors de notre échange suivant, sa puissance me propulsa violemment dans les airs. Kane resté au sol, préparait déjà une attaque fatale. Alors que tout le monde pensait que j'allais perdre, je concentrai ma magie dans mes pieds, ce qui me permit de m'immobiliser dans les airs. Profitant de cet instant, je renversai ma prise sur mon épée et attaquai depuis les cieux. Ma lame frappa Kane, qui était encore en train de charger son coup, le prenant complètement au dépourvu. Ne pense pas qu'avoir un peu de force brute suffit pour appeler ça du sabre. Tu n'es qu'un imbécile avec un peu plus de muscles que les autres. Par contre, ton cerveau, lui, semble totalement inutile. Mes paroles semblèrent profondément vexer Kane. Sans réfléchir, il leva son épée massive et chargea à nouveau. Mais cette fois, son attaque était pleine de failles. Avant même que son coup ne m'atteigne, je changeai sa trajectoire avec un coup de pied bien placé. J'évitai ensuite son assaut tout en effectuant une rotation élégante dans les airs, ce qui me permit de lui asséner plusieurs coups. Cependant, Kane ne comprenait toujours pas la différence de niveau entre nous. À mes yeux, ses attaques paraissaient désespérément lentes. Lorsqu'il tenta une nouvelle estocade, je posai un pied sur la lame de son épée, et d'un coup fluide tracai une entaille sur son cou. En voyant sa peau fendue, Kane réalisa que je ne me battais même pas à pleine puissance. Si je l'avais fait, il savait que sa peau n'aurait pas seulement été éraflée. « Depuis quand as-tu perfectionné ta maîtrise à ce niveau » demanda-t-il abasourdi. Je le regardai froidement avant de jeter mon épée de côté. Ma supériorité ne se limite pas à l'épée, je vais finir ce combat à main nue. Abandonnant volontairement mon arme alors que j'avais un avantage absolu dans ce duel d'épée, je fis un choix qui laissa tout le monde stupéfait. Et pour renforcer ma décision, j'ai misé 2000 pièces d'or supplémentaires sur ma propre victoire à main nue. Les spectateurs commencèrent à murmurer que j'étais fou. Peu importe la dureté de tes poings, ils ne feront jamais le poids face à une épée comme celle de Kane, disait-il. Le mystérieux homme en noir, qui semblait enfin soulagé, murmura. Je pensais que c'était perdu d'avance, mais même le ciel semble de notre côté. Ils ne comprenaient pas que je voulais leur montrer comment je pouvais écraser complètement ce prétendu prodige de l'arène. Lorsque l'arbitre déclara que le combat reprenait, Kane retira son manteau et leva à nouveau son épée. Il chargea immédiatement, bien décidé à m'écraser. Mais comme je l'avais déjà remarqué, les imbéciles n'apprennent jamais de leurs erreurs. Même sans armes, ces attaques me semblaient toujours aussi lentes. Je m'accroupis pour esquiver, d'un pas latéral rapide, je me retrouvai à proximité de Kane dans sa position défensive, et lui décochai un coup de poing direct à la cuisse droite, lui offrant une belle dose de paralysie. Ensuite, je chargeai mon poing vers le bas pour lui asséner un dragon punch en plein sur la mâchoire. Sous l'impact, il s'écroula au sol, accroupi et grogna pendant un bon 10 secondes. Je saisis l'occasion pour le narguer. « Allez, relève-toi ! Je ne suis même pas encore échauffé. » Ces mots suffirent à lui faire monter la rage au cerveau. Fou de colère, Kane saisit à nouveau son immense épée et fonça sur moi sans réfléchir. J'évitai facilement ses estocades et ses coups tranchants. Profitant de son déséquilibre, j'attrapai fermement son bras, le torsadai avec force et manquai de lui broyer l'avant-bras. Pourtant, même dans cet état pitoyable, Kane refusait de renoncer. Il voulait désespérément gagner, car c'était le seul moyen pour le noble qui le soutenait d'intervenir et d'aider la famille Loge à redorer son blason. Mais vouloir n'est qu'un souhait, rien de plus. Face à une force écrasante, Kane ne pouvait rien faire.
Après une série de 49 coups de poing en rafale, son visage enflé et tuméfié le faisait ressembler à un porc numéro 2, enfin, il n'avait plus la force de riposter. Je saisis ses cheveux et le réprimandai. Je plains ton père, lui, il rêve de faire progresser votre famille dans l'Alliance, mais toi en tant que fils, tu veux réduire Perdium en cendres. Mes mots firent ressurgir un souvenir douloureux chez Kane. Il se rappela que des années auparavant, alors que sa famille traversait une période difficile, son père avait insisté pour soutenir Perdium, un allié sur le point de s'effondrer. Kane à l'époque, lui avait dit que c'était inutile de jeter des ressources dans un puits sans fond. La réponse de son père avait été simple. Perdium et moi sommes amis, rien de plus. Revenant à la réalité, Kane leva les yeux juste à temps pour voir mon poing se diriger vers son visage avec toute ma puissance. Mais au dernier moment, je m'arrêtai, j'en ai assez fait. Cela suffit pour rembourser la dette de gratitude que j'ai envers le maître de votre maison. L'enseignement que je devais te donner est terminé, maintenant, relève-toi. Je tendis la main vers Kane, toujours agenouillé au sol. Réalisant ses erreurs, il baissa la tête et s'excusa humblement. Désolé. Je lui pardonnai finalement, mais je précisai que cela ne voulait pas dire qu'il était exempté de régler les dettes de ce duel. Ce qui devait être payé serait payé. Mon triomphe, bien que salué par le public, marqua aussi leur désarroi, ils avaient tous parié sur la victoire de Kane. C'est alors qu'un homme en noir surgit sur le ring, furieux, et admonesta Kane, ne te laisse pas abattre par une simple défaite. N'oublie pas la promesse de ce seigneur. Mais Kane, usé et désabusé, répliqua qu'il n'en pouvait plus et qu'il ne voulait plus s'impliquer dans des affaires nuisibles aux relations entre les deux nations. Voyant l'homme en noir s'agiter, je plissai les yeux et déclarai avec un sourire en coin, « À ton tour maintenant, fais ce que tu dois faire. » L'homme sembla perdu, ne sachant pas comment réagir, et devint blême de peur en entendant mes paroles. Finalement, je bafouilla qu'il allait s'occuper de tout, annonçant à l'assemblée que la nourriture et les boissons seraient offertes par lui. Lorsqu'il me supplia d'annuler cette décision, je répondis calmement, « Ne t'excite pas trop, cet argent sera déduit des pertes des paris. Et même après cela, tu devras encore compenser avec un coffre rempli d'or, sinon, tu sais ce qui t'attend. » Le désespoir gagna l'homme en noir, et il baissa la tête, accablé. Le lendemain matin, je reçus un coffre d'or bien rempli. Avec cette somme, je pouvais facilement engager une équipe de mercenaires pour mes projets à venir. Tandis que je réfléchissais à la meilleure façon d'utiliser cet argent, Belinda et Helena débarquèrent soudainement. « Que comptes-tu faire de tout cet argent? Vas-tu le remettre ?» Je secouai la tête avec un sourire. Pas question de le remettre. Quant à son usage, ça me regarde, cet argent, je l'ai gagné. C'est alors que Belinda m'apprit une nouvelle inattendue. Dans quelques jours, jeune maître, vous devrez assister à une fête d'anniversaire. N'oubliez pas, il serait préférable d'acheter un cadeau précieux à l'avance, sinon votre fiancé risque d'être très en colère. À ces mots, je restai figé, abasourdi. Quoi? Apparemment, cette fiancée devait recevoir de ma part un simple bouquet de fleurs sauvages pour son anniversaire. Cette révélation absente de mes souvenirs de ma vie antérieure me déstabilisa pendant 2 ans et demi. Puis j'entendis son nom, Amelia de Rayfort. Une intuition désagréable me traversa comme un éclair. Ce nom appartenait à la femme qui, autrefois, avait trahi Perdium en s'alliant avec le duc de Delphay pour orchestrer notre chute. Pour le peuple, Amelia était l'image même de la noblesse douce et compréhensive. Mais dans l'ombre, elle conspirait constamment. Dans les contrées du Nord, elle portait un surnom, la sorcière avide. Je demandai ensuite à Belinda quand mon père rentrerait au domaine. Elle me répondit, dans 1 semaine environ, cela vous laisse amplement le temps. Parfait. Il était temps pour moi de lancer mon plan pour amasser des fonds. Voyant que je devais soudainement partir, Belinda, inquiète, me demanda avec empressement, « Vous n'allez quand même pas gaspiller l'argent que vous venez juste de gagner ?» Je lui dis en partant que j'allais juste extorquer un peu d'argent. Je quittai la cité principale pour aller à la rencontre d'Amelia, ma fiancée. De son côté, Amelia, pieds nus, venait d'ôter ses propres chaussures pour les offrir à une petite fille qui marchait sans rien. Elle déclara, « Dans mon territoire tout le monde, sans exception, doit avoir des chaussures. » Elle ordonna ensuite à ses soldats d'organiser la reconstruction des maisons pour les sans-abri et de fournir à chacun 6 mois de rations. Tout cela ne servait qu'un seul objectif, asseoir son image de dirigeante bienveillante aux yeux de ses sujets. Une fois ces bonnes actions accomplies, Amelia retourna dans son jardin privé, où son fidèle garde du corps, Bernaf, s'agenouilla pour lui laver les pieds. Elle lança alors avec un sourire calculé, « Mon père ne cherche qu'à obtenir l'obéissance inconditionnelle de ses sujets. Mais au fond, ils préfèrent toujours suivre un souverain qui leur garantit nourriture et sécurité. » Bernaf acquiesça immédiatement, « Ce que vous avez entrepris ces derniers temps est brillant. Cela jouera un rôle déterminant dans votre succession et dans le jeu des alliances à venir. » Mais à la seconde suivante, Amelia écrasa son pied sur le visage de Bernaf et changea abruptement de sujet. « Et toi, pourquoi as-tu perdu ce duel que je t'avais demandé de gagner ?» Bernaf répondit avec calme. « J'ai craint qu'une victoire n'attire une attention indésirable, ce qui aurait pu compromettre vos mouvements, ce n'est pas encore le moment de dévoiler nos intentions. » Amelia interrogea alors sur la situation de son réseau commercial. Bernaf lui expliqua, «
Les récentes reconstructions à Perdium, après leur bataille contre les monstres, ont toutes été financées grâce aux produits de notre guilde commerciale. Les profits réalisés équivalent aux aides que votre père, le comte Tréfort, offre chaque année à Perdium. En plus, nous avons recruté de nombreux soldats ayant quitté Perdium. Leur force est redoutable, c'est un travail admirable. Amélia satisfaite, ajouta. Tant que mes forces ne sont pas totalement consolidées, il ne faut surtout pas révéler nos véritables intentions. À cet instant, un domestique de Réfort fit son apparition. Son intrusion sembla offenser Amélia, mais avant que Bernaf ne puisse se lever. C'est alors que paniqué, l'homme expliqua. C'est le fiancé de mademoiselle Amélia qui demande à vous voir. Il a dit que c'était une affaire très importante et qu'il souhaitait la rencontrer en personne. Dans la salle de réception, Amélia m'accueillit en me reprochant vertement mon manque de savoir-vivre. Même entre fiancés, une visite nécessite un préavis et une prise de rendez-vous, dit-elle sèchement. Je lui répondis avec un sourire. Je suis venu te souhaiter un joyeux anniversaire à l'avance et te réserver une surprise. Puis, je sortis une simple fleur sauvage ramassée en chemin, que je lui offris comme cadeau. C'est une fleur que j'ai achetée à prix d'or auprès d'une caravane commerciale. Elle a un parfum qui reflète parfaitement ton élégance. Si tu veux d'autres fleurs, tu peux t'adresser à eux. Amélia intriguée, me demanda le nom de la caravane. L'organisation d'Arxium, répondis-je. À peine avais-je prononcé ce nom qu'elle se leva précipitamment pour quitter la salle de réception. Cette caravane, je le savais bien, faisait partie de son propre réseau commercial. Puisque j'ai reçu ton cadeau, tout est réglé. Tu peux partir maintenant, j'ai des affaires importantes à gérer. Mais à cet instant, mon regard se fit glacial, chargé d'une hostilité si palpable qu'Amélia s'arrêta net. Je lui dis d'un ton tranchant de s'asseoir sur le champ. L'aura que je dégageais était si écrasante qu'elle la fit vaciller. Jamais elle n'aurait imaginé que le jeune homme autrefois insignifiant, incapable même de lui adresser la parole, puisse lui inspirer une telle crainte en une seule phrase. Alors qu'elle tentait de dissimuler son trouble, je déclarai calmement, « Je ne suis pas venu uniquement pour t'offrir un cadeau, je veux également que tu me donnes 10 000 pièces d'or. » Amélia resta figée, totalement abasourdie par ma demande. « Alors, tout ça, c'est juste pour me demander de l'argent ? Tu aurais dû envoyer ton père à ma porte pour ça. » Je répliquai avec un sourire. « Cela n'a rien à voir avec mon père, cette somme, c'est un simple paiement que je t'impose. » Amélia semblait sur le point de répliquer, mais je la coupai brusquement. « Ces 10 000 pièces, c'est le prix de mon silence. Et ne t'inquiète pas, je peux très bien révéler des secrets que tu préférerais garder cachés, comme le fait que tu ne m'épouseras jamais. » Elle me fixa impassible, tandis que je poursuivais. « En réalité, ton véritable mari sera celui qui héritera de la seigneurie de Réfort. Quant à tes manœuvres pour constituer une force secrète à tes côtés, que se passera-t-il si cela venait à être découvert? Les autres prétendants au titre ne risqueraient-ils pas de réagir violemment? » Malgré mes menaces, Amélia resta stoïque et répondit d'un ton glacial, « Même si tu plaisantes, je te conseille de garder ces propos pour toi. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer, je la coupai encore. « Alors, donne-moi les 10 000 pièces d'or, c'est le prix de mon silence. Si tu refuses... » Amélia appela alors un homme que je reconnus immédiatement, Bernaf. Dans ma vie précédente, il était connu comme l'un des 5 meilleurs épéistes du Nord, même si à ce stade, ses compétences n'étaient pas encore pleinement développées. Amélia fit un signe de la main et déclara, « Ce garçon m'importune. Bernaf, débarrasse-toi de lui. » Je la prévins calmement, « Si je meurs ici aujourd'hui, la guerre entre nos territoires éclatera immédiatement. Es-tu prête à en assumer les conséquences ?» Amélia répondit avec indifférence, « Peu importe. Ta mort sera simplement vue comme celle d'un parasite tué par mon garde personnel. » Elle ordonna Bernaf de m'achever. Je jetai un coup d'œil à mes adversaires, leur lançant un sourire en coin. « Puisque vous avez choisi cette voie, ne me reprochez pas de ne pas faire preuve de pitié. » La fiancée de Ghislain, Amélia, avait décidé de se débarrasser de lui parce qu'il avait secrètement pris contact avec un groupe illégal qui lui était affilié. Ghislain avait intentionnellement révélé cela pour la faire chanter, mais il avait sous-estimé la cruauté d'Amélia. Elle appela immédiatement son chevalier, Bernaf, qui tira son épée. Ghislain ne paniqua pas et ne se précipita pas pour attaquer, il attendit simplement que Bernaf fasse le premier pas. Juste au moment où les deux hommes étaient sur le point de s'affronter, Bernaf éclata de rire. Ghislain sentit que quelque chose n'allait pas et entendit un bruit derrière lui. Soudain, un assassin apparut derrière lui et le frappa avec une grande épée, mais Ghislain esquiva l'attaque et envoya l'assassin hors de la pièce. Bernaf et sa patronne furent pris de court par la rapidité de Ghislain. Ghislain se tourna vers Bernaf et l'attaqua avec son épée, demandant si c'est ainsi que la famille Réfold traite ses invités. Bernaf riposta, « C'est vous qui êtes entrés sans frapper, ce qui a mis Miss Amélia en colère. Nous n'avons pas besoin de respecter un homme comme vous. » Bernaf parvint à bloquer les attaques de Ghislain, mais celui-ci utilisa une technique acrobatique étrange pour esquiver son attaque et le frappa d'un coup de pied, le repoussant. Bernaf fut surpris par la force et la rapidité de Ghislain, qui ne correspondait pas à la réputation d'un homme qui ne faisait que faire du tapage. Il remarqua que Ghislain était entouré d'une énergie magique abondante et ne ressemblait pas à un novice. Amélia fut déçue de voir son chevalier en difficulté et ne manqua pas de le lui signifier, lui ordonnant de tuer Ghislain. Bernaf hésita,
car il avait des scrupules à tuer un jeune noble, mais il obéit finalement à son maître. Bernaf se prépara à attaquer et explosa d'énergie, utilisant une technique de combat mortel. Ghislain esquiva les attaques, mais fut finalement touché par l'épée de Bernaf. Cependant, il parvint à suivre le rythme de Bernaf et les deux hommes se livrèrent à un combat intense. Amélia fut surprise de voir Ghislain tenir tête à Bernaf, un chevalier de haut niveau. Bernaf attaqua à nouveau, mais Ghislain esquiva et riposta. Bernaf bloqua l'attaque essayant de lui porter un coup mortel, mais Ghislain utilisa une technique pour le faire tomber au sol. Cependant, Bernaf l'avait anticipé, il propulsa notre protagoniste au sol violemment. Instantanément Bernaf lança un coup puissant avec sa rapière, que Ghislain esquiva en effectuant un backflip. Ghislain se releva haletant, et se demanda s'il devait continuer à se battre ou attendre que quelqu'un d'autre intervienne. Bernaf se leva et s'approcha de Ghislain, qui vit une occasion de contre-attaque. Ghislain se demanda s'il était prêt à affronter un adversaire comme Bernaf. Le mec était déjà extrêmement rapide et la différence de taille ne permettait à Ghislain de dominer par sa technique. Après avoir réfléchi un instant, Ghislain décida de continuer à se battre. Il sortit ses filaments magiques et les tira violemment en arrière, ce qui fit que Bernaf fut pris au dépourvu et que son épée le frappa. Ghislain en profita pour se rapprocher et lui assena un coup de genou puissant au visage, il récupéra son épée. Alors qu'il allait frapper le coup final, Amélia avertit « Attention, Bernaf ?» Cette mise en garde permit à Bernaf de bloquer l'attaque, mais pas sans s'infliger une blessure. Ce revers le mit dans une rage folle, qu'un « moins que rien ose l'atteindre » était insupportable. Il repoussa Ghislain d'un seul mouvement, projetant ce dernier à plusieurs mètres. « Mademoiselle, éloignez-vous immédiatement, ce qui va suivre risque de dépasser vos capacités de défense », annonça Bernaf. Face à cette situation tendue, Ghislain esquissa pourtant un sourire. C'était exactement ce qu'il espérait. Pendant ce temps, Amélia courait hors de la pièce, son esprit tourmenté, qui avait bien pu divulguer des détails aussi précis sur son réseau secret de marchands. Elle se précipita pour rassembler davantage de soldats, décidée à éliminer Ghislain et ainsi réduire son secret au silence pour toujours. Une question continuait cependant de la hanter, comment Ghislain pouvait-il tenir tête à Bernaf? Peut-être les rumeurs sur son passé glorieux n'étaient-elles pas si exagérées. Mais en entrant dans le hall, Amélia fut témoin d'une scène inimaginable. Ses soldats d'élite gisaient au sol, désarmés et inconscients. Debout parmi eux, une silhouette vêtue de noir la fixait calmement. Cela faisait longtemps, mademoiselle Amélia, déclara une voix familière. La femme en noir se tourna lentement, révélant le visage de Belinda, la tutrice et ancienne servante de Ghislain. Stupéfaite, Amélia n'eut pas le temps de réagir. En un éclair, Belinda était derrière elle l'immobilisant fermement. « Restez tranquille », murmura Belinda. Ainsi, la mystérieuse carte maîtresse de Ghislain se révéla être Belinda elle-même. « Tu es vraiment incorrigible », ajouta Belinda en arrachant une araignée qui pendait au bout d'un fil, toujours à te repaître de ses sordides manigances. Belinda arracha l'araignée qui pendait au coin des lèvres d'Amélia et la jeta au sol avant de l'écraser violemment du talon. Elle s'adressa ensuite à Amélia d'un ton mi-moqueur mi-sévère. « Alors, tu fais ça pour surmonter un traumatisme ou juste pour exhiber ton audace ?» Belinda connaissait bien l'histoire de cette araignée. À l'époque, les frères et sœurs d'Amélia avaient tenté de l'effrayer avec ces créatures. Mais à leur grande surprise, non seulement Amélia n'avait pas eu peur, mais elle avait élevé tout un groupe d'araignées dans un esprit de revanche. De l'autre côté, l'aura de magie que Bernaf dégageait était écrasante, bien plus impressionnante encore qu'à l'époque où il s'était illustré dans d'autres affrontements. Face à un tel adversaire, Ghislain ne pouvait se permettre la moindre négligence. En un clin d'œil, Bernaf attaqua. « Comment oses-tu insulter mademoiselle » lança-t-il, le regard enflammé. La première attaque fut parée de justesse, mais Bernaf enchaîna immédiatement avec son coup signature, l'art de l'épée de Frédéric. Cette technique, propre à l'escrime occidental, mettait en avant une vitesse fulgurante et une précision redoutable. Les assauts de Bernaf s'abattirent sur Ghislain comme une tempête. Chaque coup était d'une précision chirurgicale, le forçant à une défense désespérée, alternant parade maladroite et esquive précipitée. La pression était telle que Ghislain semblait à deux doigts de la défaite, acculé par cet enchaînement implacable. Ghislain avait pensé profiter d'une ouverture dans l'attaque de Bernaf pour contre-attaquer, mais il ne s'attendait pas à ce que l'escrime de son adversaire soit encore plus rapide qu'il ne l'imaginait. À peine avait-il levé la main que la lame de Bernaf était déjà sur lui. En un éclair, l'épée transperça la peau de Ghislain avec un bruit sec. Ce coup que Bernaf pensait fatal, fut dévié de sa cible vitale lorsque Ghislain pivota brusquement, interceptant l'attaque destinée à son cœur avec son épaule. Voyant son mouvement échouer, Bernaf ajouta un coup de pied puissant qui projeta Ghislain à plusieurs dizaines de mètres. Pour vous, jeune noble, manier une épée n'est qu'un jeu, mais pour moi, c'est une toute autre histoire, déclara Bernaf l'air impassible. À terre, Ghislain haletant, reconnut intérieurement la vérité de ses paroles. La maîtrise de Bernaf était indéniable. Sa vitesse écrasante, son contrôle de la distance et ses attaques incessantes lui donnaient un net avantage dans ce duel. Cependant, Ghislain connaissait bien une faiblesse inhérente à l'escrime à une main. Elle reposait uniquement sur la technique de l'épée.
Je ne dirai pas que j'ai perdu, dit Ghislain en levant lentement son épée. Une étrange énergie rouge jaillit alors de lui, un pouvoir qui émanait de son propre noyau magique. Cette magie amplifia considérablement sa force et sa vitesse. Avant même que Bernaf ne puisse avancer d'un pas, Ghislain s'était déjà déplacé de 6 ou 7 mètres, et en une seule passe d'arme, il désarma son adversaire en voyant son épée valser au loin. « Comment est-ce possible » murmura Bernaf stupéfait, « d'où vient cette augmentation explosive de puissance ?» Désormais désarmé, Bernaf fit face à un Ghislain qui ne relâcha pas son attaque. L'épée de Ghislain s'arrêta à quelques millimètres du front de Bernaf, pourtant, il suspendit son geste. Amélia qui venait d'entrer, assista à toute la scène. Face à cette situation désespérée, Amélia, habituellement si fière, finit par céder. « Peu importe que ce soit 1 million de pièces d'or ou autre chose, je te les donnerai, cria-t-elle avec un mélange de colère et de résignation. Quand je te conseillais de ne pas aller trop loin, tu aurais dû m'écouter. Ghislain rengaina son épée et marcha lentement vers Amélia. La scène chaotique dans la pièce rendit Belinda perplexe. Je ne comprends pas, dit-elle en secouant la tête, on avait convenu de s'occuper de ça en quelques jours, mais la jeune maître, votre dispute avec votre fiancé ne serait-elle pas un peu excessive? Ghislain s'arrêta devant Amélia. Maintenant, je vais te dire une chose regrettable, le prix a doublé, 20 000 pièces d'or. Avec une simple fleur comme prétexte, Ghislain emporta 2 coffres remplis d'or de sa fiancée. Car, dans cette nouvelle vie, il connaissait tous les secrets d'Amélia. Il savait qu'elle avait secrètement rassemblé des forces pour consolider son pouvoir et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de l'épouser. Résolu à abandonner tout attachement émotionnel envers elle, Ghislain voyait désormais Amélia comme une source infinie de richesse. Amélia cependant, ignorait complètement ce changement chez lui. Elle était furieuse contre ce chantage, mais aussi contre Bernaf, qui avait échoué à vaincre Ghislain. Bernaf, lui, réfléchissait déjà à une solution, il suggéra à Amélia que peut-être il pourrait rapporter cette affaire au duc Delphine. Mais avant qu'il ne puisse finir, Amélia le gifla violemment, « Ne dis pas de bêtises. Tu sais à quel point le duc Delphine est dangereux. S'il apprend que nous avons été victimes de ce chantage, il nous éliminera immédiatement. » Elle expliqua que son plan était de s'allier avec les Delphines pour renverser la famille Perdium, mais que si elle n'y parvenait pas, elle serait tuée par ses frères et sœurs. Peu importe ce qu'il faut faire, il devait éliminer Ghislain sur le champ, car il en savait probablement bien plus que ce qu'ils imaginaient. Bernaf était d'accord et pensa que Ghislain était vulnérable après avoir utilisé son noyau magique pour augmenter sa force et sa vitesse. Il était convaincu qu'il pourrait le vaincre facilement. Amélia, dont le visage s'était assombri, préparait ses troupes d'élite, la Guilde des Lynx, pour attaquer Ghislain. La Guilde des Lynx était un groupe d'orphelins qui avait survécu à de nombreuses guerres et avait été formé pour le combat. Amélia montra à Bernaf un point stratégique sur la carte où il pourrait tendre une embuscade à Ghislain. « Celui qui ose m'humilier doit payer le prix, dit-elle. Bernaf hocha la tête. Pendant ce temps, Ghislain, après avoir obtenu ses 20 000 pièces d'or, reprit le chemin de son territoire. En route, il s'arrêta brièvement pour soigner ses blessures. Bien qu'il en eût de nombreuses, aucune n'était profonde. Il regarda les 2 caisses d'or sur la banquette arrière et pensa que cela suffirait pour reconstruire son domaine. Il avait initialement envisagé de se débarrasser définitivement d'Amélia, mais cela aurait inévitablement déclenché une guerre entre leurs 2 familles. Compte tenu des efforts nécessaires pour défendre la frontière contre les monstres, la famille Perdium ne pouvait pas se permettre un tel conflit. Il pensa que c'était la meilleure option de garder le secret et de laisser Amélia devenir sa machine à sous. Mais alors qu'il savourait sa victoire, une douleur aiguë traversa soudainement son corps, le forçant à cracher une gorgée de sang. Était-ce le contre-coup de l'utilisation de son noyau de magie? Bien que les symptômes fussent moins graves que la dernière fois, il savait que son corps allait finir par s'effondrer s'il ne trouvait pas un moyen d'augmenter sa magie. Voyant Ghislain vaciller, Belinda saisit immédiatement sa main. Après avoir pris son pouls, elle diagnostiqua un désordre chaotique dans son flux vital. Sans perdre un instant, elle sortit des aiguilles d'argent et piqua plusieurs points de pression dans sa paume. Grâce à ce traitement, l'énergie chaotique de Ghislain se stabilisa rapidement. Ghislain la regarda, surpris. « Belinda, tu n'es décidément pas une simple domestique, combien de secrets caches-tu encore ?» Quelques secondes plus tard, Belinda exprima ses inquiétudes quant à la possibilité qu'Emilia raconte tout à son père, mais Ghislain confiant, répliqua qu'elle ne le ferait pas. Belinda, malgré ses réticences, demanda alors à Ghislain ce qu'il allait faire avec l'argent, et il répondit qu'il allait développer la forêt de Magmar, un endroit réputé pour être très dangereux. Belinda resta figée, choquée par cette annonce. Même Fergus, d'ordinaire silencieux, s'opposa à cette idée car de nombreuses personnes avaient déjà tenté de développer cette forêt sans succès. Ghislain était déterminé et demanda à Ferguson si la tâche qu'il lui avait confiée était terminée. Il savait qu'Emilia tenterait certainement de l'éliminer sur le chemin du retour. Pour se prémunir, il avait décidé, malgré ses blessures, de rendre visite à une certaine personne. Après des heures de voyage, ils arrivèrent devant une cabane délabrée. Ghislain frappa à la porte, l'homme qui en sortit était un vieil homme débraillé, et Belinda exprima son mécontentement. «
Est-ce que c'est vraiment la personne que vous voulez voir, monsieur? Cependant, Ghislain sentit que le vieil homme cachait une grande puissance en lui. Fichez le camp, grogna l'homme en se retournant pour rentrer, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Mais une seule phrase de Ghislain le figea sur place. Tu es Gillon, l'ancien chef de la guilde des mercenaires Ratatosk. Le vieil homme fut choqué, car il ne savait pas comment Ghislain connaissait son nom. Tout le monde fut choqué, mais pour des raisons différentes. La guilde des mercenaires de Ratatosk était une organisation légendaire qui n'acceptait que des personnes qui maîtrisaient les 18 types d'armes. Bien que ce groupe ait disparu depuis longtemps, son souvenir inspirait toujours une crainte respectueuse. Le vieil homme débraillé qui se tenait devant eux n'était autre que Gillon, l'ancien chef de la guilde. Lorsque Gillon entendit les mots de Ghislain, son visage changea soudainement et il lança une hache dans sa direction. La hache manqua sa cible, mais tout le monde fut choqué et se précipita pour protéger Ghislain. Les gardes dégainèrent leurs épées et se préparèrent à attaquer. Cependant, Ghislain resta calme et dit simplement « Arrêtez ». Gillon s'arrêta et Ghislain ajouta « Je connais un moyen de sauver votre fille, voulez-vous en discuter ?» Ces simples paroles figèrent Gillon, qui après un moment d'hésitation, les invita à entrer dans sa maison. L'intérieur de la maison était dans un état de délabrement avancé. Sur un lit, dans un coin, se trouvait la fille de Gillon, Rachel. Elle était couverte de taches rouges et gémissait de douleur. C'étaient les symptômes de la malédiction de l'Éternel Dieu, une maladie qui faisait apparaître des taches rouges sur le corps et causait des douleurs atroces. Dans sa vie passée, Ghislain avait déjà tenté de recruter Gillon, mais sans succès. À l'époque, lorsqu'il l'avait trouvé, la nouvelle de la mort de sa fille l'avait poussé à mettre fin à ses jours. Aujourd'hui, Ghislain voyait dans cette situation une opportunité. Il regarda autour de lui et vit que la maison était presque vide, à l'exception des armes. Il comprit que Gillon avait dû vendre tous ses biens pour essayer de sauver sa fille. Pendant que Ghislain évaluait la situation, les gémissements de Rachel devinrent de plus en plus forts. « Père, tue-moi, supplia-t-elle, je suis en train de mourir, je suis en train de brûler. » Gillon la prit dans ses bras, mais ne savait pas comment soulager les douleurs de sa tendre fille. Voyant la situation empirer, Ghislain décida de commencer le traitement et se prépara à enlever son manteau. Cependant, Belinda l'arrêta. « Revenez, jeune maître, dit-elle, la malédiction de l'Éternel Dieu est incurable, même les prêtres ne peuvent pas la guérir. » Mais Ghislain se libéra de l'emprise de Belinda et lui dit « Tu as dit que tu me faisais confiance, maintenant, je vais vous montrer que je peux la sauver. » Belinda à contre-cœur se résigna et Ghislain lui donna une liste de médicaments dont il avait besoin pour traiter Rachel. Belinda fut surprise par la liste, car elle comprenait des médicaments très coûteux et rares. Mais elle décida de les acheter tous. Pour un mercenaire, la connaissance était une arme essentielle pour survivre dans un monde en proie au chaos. Ghislain dans sa vie passée, avait accumulé un savoir inaccessible pour la plupart, et la solution à la malédiction éternelle en faisait partie. L'ingrédient clé était une herbe rarissime appelée « bénédiction de l'immortel ». Grâce à ses efforts et à son expertise, il réussit à préparer une petite fiole d'élixir violet. Gillon donna le médicament à sa fille, et après un moment, les taches rouges sur son visage commencèrent à disparaître à vue d'œil. Tout le monde fut choqué, en particulier Gillon, qui ne croyait pas que cela puisse fonctionner. « C'est impossible, dit-il, même la puissance divine ne peut pas guérir cette maladie. » Ghislain expliqua que la puissance divine ne pouvait pas guérir la maladie parce qu'elle ne pouvait pas augmenter l'activité du corps pour lutter contre la maladie. Gillon fut tellement excité qu'il commença à trembler. « Vraiment, vous pouvez sauver ma fille ?» demanda-t-il. Ghislain hocha la tête et Gillon se jeta à ses pieds. « Je ferai tout ce que vous voulez, dit-il, je serai votre esclave, je ferai tout ce que vous me demanderez. » Ghislain sourit et tendit la main. « Je ne veux pas d'esclave, je veux que vous soyez le chef de la guilde des mercenaires de Ratatosk. » Gillon releva la tête, le regard rempli d'une détermination retrouvée. Il murmura « Très bien, je comprends. » Puis, dans un geste symbolique, il saisit une poignée de ses propres cheveux et les coupa net. Dès cet instant, une aura intense émana de lui, comme s'il avait retrouvé une partie de son ancienne grandeur. Il se leva et se dirigea vers une partie de la pièce, où il prit une lance équipée d'un harpon. « Y a-t-il quelqu'un qui en veut à notre maître » demanda-t-il. Ghislain répondit que oui, il y en avait. Gillon jeta la lance à travers la porte et la planta dans un arbre à 50 mètres de distance. Lorsqu'il la ramena, il y avait un homme accroché au crochet. « Qui t'a envoyé » demanda Gillian au prisonnier, qui visiblement sous le choc, ne comprenait pas comment il avait été repéré malgré la distance. Gillon demanda à Ghislain ce qu'il devait faire et Ghislain lui dit de tuer l'homme. Gillon hocha la tête et tua l'homme sans hésitation. Belinda fut choquée par la facilité avec laquelle Gillon avait tué l'homme. « C'est un homme dangereux » pensa-t-elle. Gillon, autrefois redouté dans tout le royaume, avait choisi de se soumettre à Ghislain parce que sa fille avait été guérie par le médicament de ce dernier. Pour Gillon, sauver sa fille était une véritable renaissance, et il était prêt à tout pour remercier Ghislain. Cependant, la nouvelle de la mort de l'homme se répandit rapidement et arriva à la base de l'ennemi. Les gens furent choqués, en particulier le chef de la guilde des lynx, Viego. Il ne croyait pas que Gillon puisse revenir et rejoindre Ghislain.
Viego fut en colère lorsqu'il apprit la nouvelle et demanda à ses hommes de lui dire si c'était vrai. L'un de ses hommes confirma la nouvelle et Viego fut furieux, mais face à l'insistance et au récit détaillé du témoin, Viego finit par accepter cette réalité. Son ancien chef, Gillon, était de retour. Pendant ce temps, Gillon, Ghislain et Belinda se dirigeaient vers le manoir de Perdium. Gillon avait acheté une calèche pour que sa fille puisse voyager confortablement, mais Belinda était mécontente de la dépense et du fait qu'elle était entourée d'armes. Belinda se demandait si l'homme était un marchand d'armes ou quelque chose de similaire. Ghislain lui dit que cela a une utilité et de prendre son mal en patience. Il regarda par la fenêtre et vit que le canyon devant eux était le lieu de l'embuscade prévue par Amelia. « Ce sont les hommes d'Amelia qui nous surveillent, dit-il. » Belinda hocha la tête et expliqua que les hommes portaient des masques avec le symbole de la Guilde des mercenaires du Lynx, une organisation connue pour ses activités de contrebande, de trafic humain et même d'assassinat. Ghislain ne sembla pas surpris et Belinda se demanda comment il savait autant de choses. « Vous n'êtes pas toujours resté dans le château, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Ghislain haussa les épaules et Belinda changea de sujet. « Il faut être prudent, dit-elle. » Mais Ghislain ne sembla pas inquiet, il regarda Belinda avec gentillesse et lui dit que tout irait bien. Pendant leur conversation, la calèche se dirigeait vers le canyon. Soudain, deux objets inconnus se dirigèrent vers la calèche à une vitesse incroyable. Gillon qui conduisait, remarqua immédiatement la menace et réagit avec une rapidité fulgurante. Quand les assaillants surgirent du sol, Gillon attrapa les deux armes qu'il portait dans son dos et bloqua sans hésitation leur attaque. Pivotant habilement, il fit tourner sa hache et trancha le bras de l'un d'eux d'un mouvement fluide. Avec une main désormais libre, il élimina le deuxième assaillant, mais à peine avait-il neutralisé cette première vague qu'une deuxième attaque s'annonçait. Des hommes coupèrent les cordes qui retenaient des troncs d'arbres, qui tombèrent vers la calèche. Gillon arrêta la calèche juste à temps à 1 mètre des troncs. Les ennemis se révélèrent et Viego, le chef de la guilde du Lynx, apparut. « Gillon, vous êtes devenu un lâche, dit-il, vous avez dissous la guilde des mercenaires et maintenant vous êtes avec ce garçon. » Gillon descendit de la calèche et regarda Viego avec calme. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il. » Viego se moqua de lui, disant qu'il était sénile au point d'oublier même ses anciens compagnons. Gillon ne répondit pas et Viego ordonna à ses hommes de l'attaquer. Gillon se prépara à les affronter, laissant Ghislain dans la calèche. Lorsque les ennemis se rapprochèrent, Gillon libéra une énergie terrifiante et frappa avec son énorme hache, renversant plusieurs hommes. Cette scène rendit les membres de la guilde du Lynx encore plus furieux, et ils se jetèrent sur lui les uns après les autres. Gillon, face à cette nouvelle vague, opta pour une approche plus agile. Viego vit une ouverture et ordonna à ses hommes de l'attaquer par les côtés. Il expliqua que la vieillesse ralentissait ses réflexes, et qu'une seule erreur suffirait à sceller le sort de Gillon. Mais ce dernier monta rapidement sur son cheval et prit une énorme hache de 2 mètres de long. Gillon brandit son énorme hache et se dirigea vers les ennemis, les frappant avec une force incroyable. Il changea sa prise sur la hache, la tenant par le bout de la corde, ce qui augmenta encore sa portée et rendit les ennemis incapables de s'approcher. Il frappa avec une précision mortelle, tranchant les ennemis avec facilité. Après cette attaque dévastatrice, les membres de la guilde du Lynx furent presque tous massacrés. Pourtant, Gillon n'eut pas une seconde de répit car Viego passa immédiatement à l'attaque. Cependant, grâce à ses réflexes aiguisés, Gillon bloqua sans peine l'assaut. Viego sortit 3 shurikens de sa veste et tout en bondissant en arrière pour créer de la distance, les lança avec une précision redoutable sur le cheval de Gillon. La mort du cheval contre un Gillon a laissé sa monture. Mais à peine avait-il touché le sol que l'attaque de Viego était déjà sur lui. Heureusement, Gillon réagit à temps. Il bloqua le coup avec sa hache et utilisa son bouclier pour riposter, réussissant à repousser son adversaire et à établir une certaine distance entre eux. Gillon déclara qu'il n'était plus le chef de la guilde des mercenaires de Ratatosk, mais Viego ne le crut pas. Il pensait que Gillon était devenu sénile et avait oublié son passé. Mais Gillon révéla que son passé était mort et qu'il était maintenant un simple subordonné de Ghislain. Viego était furieux et se jeta sur Gillon avec une série d'attaques violentes, mais Gillon les bloqua toutes avec facilité. Viego était convaincu qu'il pouvait vaincre Gillon, qui avait perdu sa forme d'antan. Les paroles de Gillon ont fait tomber Viego dans une colère folle, car il se sentait trahi par Gillon qui avait abandonné la guilde des mercenaires de Ratatosk pour s'occuper de sa fille malade. Autrefois unis sous la bannière des mercenaires de Ratatosk, ils s'affrontaient désormais comme des ennemis mortels. La décision de Gillon de dissoudre l'équipe au sommet de sa gloire pour se consacrer à sa fille gravement malade avait laissé un goût amer à beaucoup de membres. Viego en particulier n'avait jamais pardonné cette trahison. Gillon savait qu'il avait beaucoup coûté à ses anciens compagnons, mais pour sa fille, il n'avait eu d'autre choix. Dans un dernier élan, il contre-attaqua Viego, mais ses coups manquèrent leur cible. Au contraire, c'est son bouclier qui fut brisé d'un coup de pied puissant de Viego, laissant Gillon désarmé et exposé. « Je suis prêt à tout sacrifier pour Ratatosk, même ma vie, tandis que toi, tu es devenu un chien servile au service d'un noble déchu. » Ces mots empreints d'un mépris cinglant firent exploser la colère de Viego. Il lança violemment 3 shurikens en direction de Gillon. Bien que ce dernier les ait bloqués avec succès, son attention fut brièvement détournée.
C'est précisément à ce moment-là que Viego fondit sur lui, réduisant instantanément la distance qui les séparait et déclenchant une série d'attaques féroces. Viego était convaincu que malgré la puissance passée de cet homme à son apogée, ce n'était désormais plus qu'un souvenir. Tout en parlant, il effectua un bond pour se positionner dans l'angle mort de Gion. D'un mouvement rapide, Viego utilisa son pied pour projeter 3 shurikens reposant au sol. Leur vitesse était telle que Gion fut contraint de parer avec la partie la plus robuste de son armure. Cependant, juste après cette manœuvre, Viego avait déjà fondu sur lui à une vitesse inimaginable. Gion réagit en brandissant son arme, mais son adversaire s'élança dans les airs, déviant habilement son attaque. Profitant de l'ouverture créée, Viego porta un coup puissant. Mais à sa stupéfaction, Gion bloqua l'assaut avec une seule main. Viego était abasourdi par la puissance magique de Gion. Cet homme n'avait même pas utilisé toute sa force jusqu'à maintenant. Alors que cette réalisation s'imposait à lui, Gion contre-attaqua avec une frappe fulgurante, projetant Viego au loin. D'une voix calme et menaçante, Gion lui demanda « Tu avais tant d'occasions de te venger dans le passé, pourquoi avoir attendu maintenant ?» Face à cette question, Viego éclata d'un rire amer. « J'ai déjà visité ta demeure, mais il n'y avait là ni chef vénéré de mercenaires ni homme digne d'être tué. Juste un vieil imbécile insignifiant. » Contrairement à la rage incontrôlable de Viego, Gion restait d'un calme impressionnant. Pourtant, à cet instant, il comprit quelque chose. L'homme qui se tenait devant lui méritait son respect, ils vivaient tous deux pour des objectifs différents, mais avec une détermination tout aussi inébranlable. Sortant ses armes préférées, Gion déclara intérieurement qu'il honorerait son ancien compagnon avec tout le prestige d'un véritable combat. De son côté, Gion, emporté par l'excitation, se précipita sur lui en s'exclamant « J'ai attendu ce moment depuis si longtemps ». Et c'est ainsi que la véritable confrontation entre les deux guerriers débuta. Le duel entre Gion et Viego était acharné, chaque échange d'attaques ne laissant apparaître aucun vainqueur évident. Pourtant, grâce à son expérience, Gion finit par saisir une opportunité. Il parvint à bloquer une attaque tout en amortissant la force de son adversaire, ce qui le fit reculer légèrement. Ce geste déstabilisa immédiatement Viego qui perdit son point d'appui. Gion profita de cet instant pour frapper, atteignant sa cible sans surprise. « Je me souviendrai toujours de toi, Viego Valato, capitaine de la 5e escouade des mercenaires de Ratatosk. » Ces mots prononcés par Gion firent naître un sourire apaisé sur le visage de Viego. Il ne s'attendait pas à ce qu'un jour, son nom soit prononcé par cet homme. Lorsque la hache s'abattit, la bataille embusquée prit fin. Finalement, Viego tomba à terre vaincu. Gion se tenait debout, haletant, mais victorieux. Il avait prouvé qu'il était toujours un guerrier redoutable, même s'il avait abandonné la guilde des mercenaires de Ratatosk. Gion reçut les éloges de Ghislain pour son efficacité. Cependant, Gion se sentit un peu honteux de n'avoir pas pu terminer la bataille plus rapidement. Ghislain, quant à lui, était perdu dans ses pensées. Il se souvint de la façon dont il avait entendu parler de Gion dans sa vie précédente, et de la façon dont cela l'avait inspiré à devenir mercenaire. Il était heureux d'avoir un allié aussi fiable que Gion. Gion, de son côté, se demandait ce que ses anciens camarades de guilde faisaient maintenant. Il se demandait s'ils avaient tous trouvé leur propre chemin dans la vie. Ghislain, qui avait deviné les pensées de Gion, lui sourit et lui dit qu'ils reviendraient tous un jour. En attendant, il suggéra de suivre les conseils de Belinda et de collecter les trésors de guerre. 2 jours plus tard, le groupe arriva enfin à Perdium, la résidence de Ghislain. Gion fut choqué par l'état de délabrement du château et des terres environnantes. Ghislain cependant, ne semblait pas surpris et demanda à Gion ce qu'il pensait de leur domaine. Gion, qui ne voulait pas offenser Ghislain, répondit que c'était pas mal, mais Ghislain insista pour dire la vérité. Il expliqua que les maisons étaient trop vieilles, que les terres agricoles étaient insuffisantes et que la population était trop faible en raison de la guerre contre les monstres. Gion fut choqué par la situation et se rendit compte que les choses étaient pires qu'il ne l'avait imaginé. Il se demanda comment Ghislain pouvait espérer reconstruire un tel endroit. Ghislain regarda son domaine et déclara que tous les problèmes seraient résolus, mais cela nécessiterait l'aide de Gion. Il s'agissait d'une guerre de longue durée, pour éliminer tout ce qui était lié au duc de Delphine et pour protéger les choses qui avaient été considérées comme acquises. Il allait restaurer la gloire de Perdium, quel qu'en soit le coût. Alors que le véhicule entra dans le château de Perdium, Belinda montra une expression de terreur. Même Ghislain sembla choqué. Devant eux, il y avait un visage qui ne devait pas être là. Celui qui se trouvait devant eux n'était autre que le père de Ghislain. 2 minutes et demie plus tard, ils entrèrent ensemble dans le château et se mirent immédiatement à discuter d'une affaire cruciale. Il fallait réduire les effectifs de l'armée, car les revenus actuels ne suffisaient pas à maintenir les dépenses militaires. Quelqu'un suggéra de demander de l'aide à la famille Rayfold, mais cela était impossible, car c'était justement la réduction de l'aide de la famille Rayfold qui avait causé la crise économique. La famille Rayfold avait non seulement réduit son aide, mais avait également utilisé l'argent pour recruter des soldats. Ghislain écouta les discussions de ses conseillers, un sourire aux lèvres. Rien n'avait changé, les mêmes personnes, les mêmes discussions. Il y avait le chef des chevaliers de Perdium, Randolph, le financier, Albert, le gestionnaire, Omerne, et son père, le comte Walter Perdium.
Ghislain regarda son père, qui avait changé depuis leur dernière rencontre, il y a plus de 10 ans. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, mais également quelque chose de différent. Le cœur de Ghislain battait la chamade lorsqu'il vit son père, le comte Walter. Bien qu'il ait eu des sentiments négatifs envers son père lorsqu'il était plus jeune, il avait changé d'avis après avoir vécu tant d'expériences. Il voyait maintenant son père sous un jour différent, avec les pressions et les responsabilités qui pesaient sur ses épaules en tant que seigneur. « Où es-tu allé pendant que tu étais absent de la propriété pendant une semaine ?» demanda Walter à Ghislain, qui répondit honnêtement qu'il était allé à la propriété de Réfold. Son père ne sembla pas surpris et commenta « Tu es allé faire des siennes, comme d'habitude. » Ghislain soupira et répondit « Je suis allé voir Amélia pour discuter de quelque chose. » Mais Omerne le gestionnaire crut que Ghislain était allé voir Emilia pour ses propres raisons et le rappela à l'ordre « N'oublie pas que tu es l'héritier de Perdium. » Ghislain acquiesça distraitement, mais Omerne fut irrité par son attitude. « Tu ne fais jamais attention à ce que je dis, commenta-t-il. Juste à ce moment, Walter se leva et demanda « Est-ce vrai que tu as vaincu les 2 gardes qui ont trahi ta sœur ?» Ghislain fut pris de court par la question et Randolph, le chef des chevaliers, intervint. « Ce n'est pas possible que le jeune maître ait pu vaincre des gardes expérimentés. Je pense qu'ils se sont battus pour une question de partage du butin et que le jeune maître a profité de l'occasion. » Ghislain acquiesça à contre-cœur. Randolph triomphant s'exclama « Vous voyez, je savais que c'était ça. » Une voix des plus inattendues félicita Ghislain. Malgré le ton toujours sévère de son père, ces quelques mots suffirent à surprendre Ghislain. C'était la toute première fois, en près de 40 ans, qu'il entendait un compliment de sa part. Il demanda « Père, puis-je vous demander quelque chose ?» Mais avant que Walter puisse répondre, Omerne intervint « Si c'est à propos d'argent, je suis désolé, mais je ne peux pas te donner. » Randolph ajouta « Tu as déjà fait assez de bêtises, comme vendre des équipements militaires, tuer des chevaux pour les manger et fondre des épées pour en faire une seule. » Ghislain fut choqué par les accusations de Randolph, car il avait effectivement fait ces choses. Mais il répondit « Je veux développer la forêt de Magmar. » Tout le monde fut pris de court par la demande de Ghislain et sembla perplexe. Walter refusa la demande de Ghislain, car il pensait que la forêt de Magmar était trop dangereuse et que les forces armées de la propriété étaient insuffisantes pour supporter une telle entreprise. Ghislain sourit et répondit « Je n'ai pas demandé votre accord, c'était juste une question de politesse. » Il quitta la salle de réunion, déterminé à poursuivre son objectif. Belinda était perplexe face à l'obstination de Ghislain, mais elle savait que celui-ci avait ses raisons. En effet, Ghislain savait que la forêt de Magmar abritait une mine de symboles de pierres précieuses, une ressource rare et précieuse qui pouvait être utilisée pour créer des outils magiques. Il était déterminé à exploiter cette ressource, car il savait que cela pourrait lui donner un avantage considérable. Belinda et Gillon étaient sceptiques face à la décision de Ghislain, mais ils décidèrent de suivre ses ordres. Ghislain sourit, satisfait, il avait pour intention de recruter environ 200 mercenaires dans les guildes locales. Belinda partit préparer les choses pour le voyage, insinuant que le jeune maître était un gros dépensier, tandis que Gillon exprimait ses réserves sur l'utilisation de mercenaires. Ghislain sourit et répondit « C'est justement pour cela que je veux recruter des mercenaires. Il y a un groupe de mercenaires au nord, les plus forts de tous, les chiens enragés. » Gillon fut surpris par la mention de ce groupe, car il savait que les chiens enragés étaient réputés pour leur force et leur difficulté à contrôler. Il les considérait comme des chiens enragés qui pourraient se retourner contre leur maître à tout moment. Ghislain et Gillon partirent pour le nord, à la recherche des chiens enragés. Après plusieurs heures de voyage, ils arrivèrent enfin à proximité du campement des mercenaires. Les éclaireurs des chiens enragés les repérèrent et les observèrent avec intérêt. L'un des éclaireurs, armé d'une longue vue, observa Ghislain et Gillon et commenta « Celui-là ressemble à un coffre, si tout se passe bien, ce sera une bonne affaire. » Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, une main géante se tendit vers lui, le faisant sursauter et pousser un cri de surprise. Les autres membres des chiens enragés furent alertés par le bruit et se tournèrent vers Gillon, qui avait déjà maîtrisé l'éclaireur. « Comment est-ce possible ?» s'exclama l'éclaireur qui se débattait encore. Mais Gillon ne bougea pas, et d'un geste brusque, il jeta l'éclaireur à terre. Les autres mercenaires furent choqués par la force de Gillon et se rassemblèrent autour de lui, prêts à l'attaquer. Mais juste à ce moment, une voix hautaine retentit dans le lointain. « Même si vous êtes des nobles, vous n'auriez pas dû attaquer nos éclaireurs. Maintenant, vous ne partirez pas d'ici vivant. » Un homme aux cheveux longs s'approcha avec assurance, mais à peine eut-il reconnu les intrus qu'il resta figé, le visage pâle. Il avait cru que les 2 hommes étaient des proies faciles, mais il se rendit compte que Gillon était en réalité le légendaire chef de la guilde des mercenaires de Ratatosk. Ghislain d'un ton provocateur leur demanda qui était leur chef. Son objectif était clair, soumettre ce groupe redouté. L'homme aux cheveux longs se moqua de Ghislain, qui était venu avec un vieil homme pour affronter les chiens enragés. « Vous êtes fou, pensa-t-il, vous allez payer pour votre arrogance. » Il lança son Flowstar, une lourde masse de 50 kilos, vers Ghislain. L'arme se déplaçait à une vitesse incroyable, et il sembla que rien ne pouvait l'arrêter. Mais juste au moment où elle allait frapper Ghislain, une force étrange apparut et l'arrêta net.
Les mercenaires furent choqués de voir que Gillon avait bloqué le Flowstar avec son couteau. Comment est-ce possible, s'exclamèrent-ils, le Flowstar était une arme redoutable, capable de générer une énorme quantité d'énergie cinétique. Seul quelqu'un qui connaissait parfaitement son fonctionnement pouvait l'arrêter avec autant de précision. Ghislain regarda Gillon et dit « Je vous laisse décider comment procéder, il suffit de leur laisser la vie. » Gillon hocha la tête, et à peine les instructions données, il tira violemment sur la chaîne, projetant l'homme aux cheveux longs en avant comme une poupée de chiffon. D'un mouvement fluide, il attrapa la tête de la masse et l'abattit brutalement sur son adversaire. Le coup fut si puissant qu'il mit l'homme hors de combat instantanément, le laissant s'écrouler lourdement sur le sol. Les autres mercenaires, voyant leurs camarades en danger, se jetèrent à l'attaque. Mais Gillon avec son couteau, les repoussa facilement et les fit reculer. Après cela, il émit une aura terrifiante qui fit trembler tous les mercenaires présents. Ghislain descendit de son cheval et dit « Alors, vous allez me faire attendre encore combien de temps? Appelez votre chef ?» À ce moment, une voix calme et posée retentit dans le lointain « Vous osez me déranger pendant mon sommeil ?» Les mercenaires se prosternèrent respectueusement, car la voix appartenait à Karl, le chef des chiens enragés. Karl demanda « Que voulez-vous » Ghislain expliqua brièvement son intention de coopérer avec les chiens enragés. Karl regarda Ghislain avec un air de dédain. « Vous, les nobles, ne devriez pas être plus polis que nous ?» Ghislain répondit calmement « Je préfère vous faire plier plutôt que de vous demander quelque chose. » Ces paroles arrachèrent un sourire à Karl, amusé par l'audace de ce jeune homme. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas croisé quelqu'un d'aussi arrogant. Il invita donc Ghislain à entrer dans sa tente. « Quel est ce grand projet de coopération que vous avez en tête ?» Ghislain répondit directement. « La forêt de Magmar, je veux que vous m'aidiez à la développer. » Les mercenaires présents furent choqués par la demande de Ghislain. Karl fut intrigué. « Vous parlez de cette forêt infestée de monstres, près de la propriété de Perdium ?» Il voulait comprendre qui était ce jeune homme assez téméraire pour s'intéresser à une zone aussi dangereuse. Ghislain confirma son identité en tant qu'héritier de Perdium. Mais à l'annonce de cette révélation, Karl éclata de rire. « Ah, je comprends maintenant, vous êtes ce petit noble qui a fait tant de bêtises. Pas étonnant que vous ayez des idées aussi folles. » Karl ne voulut pas continuer les négociations et fit un geste à ses mercenaires, qui se préparèrent à attaquer. Mais Ghislain ne sembla pas inquiet. Ghislain dit calmement « Vous avez peur, n'est-ce pas? Les rumeurs sur la puissance de votre groupe ne sont-elles qu'un mythe ?» Karl, dont l'expression devint soudainement sérieuse, répondit « Ne soyez pas trop confiants, gamin. Si votre offre n'est pas à la hauteur de nos attentes, nous ne l'accepterons pas. Vous cherchez juste à vous cacher derrière vos faiblesses. » Ghislain continua à attaquer la défense psychologique de Karl, qui commença à se rendre compte que le jeune homme en face de lui n'était pas quelqu'un à sous-estimer. Mais, pour sauver la face, Karl proposa une exigence qui lui était favorable. « Un gamin comme vous ne mérite pas que je le tue. Payez-moi une indemnité et je vous laisserai partir. » Cependant, Ghislain refusa catégoriquement et fit une proposition qui choqua tout le monde. Il défia Karl dans un duel selon les règles de la Moriana. L'expression de Karl devint grave, car la Moriana était un type de duel traditionnel entre mercenaires, où les deux adversaires avaient une main attachée ensemble et devaient se battre avec un couteau dans l'autre main. Le duel se déroulait dans un cercle délimité et il était interdit d'utiliser la magie. La plupart du temps, les duels de Moriana se terminaient par la mort des deux adversaires. Le perdant devait obéir à tous les ordres du vainqueur. « Qu'en pensez-vous » demanda Ghislain. Dans le monde des mercenaires, baisser la tête revient à admettre devant tous que l'on est un lâche. Comme prévu, Karl accepta le défi. Un sourire ironique se dessina sur son visage. « Il semble que vous voulez gagner notre respect par ce moyen. Pourquoi refuserions-nous » Quelques minutes plus tard, les deux hommes se retrouvèrent sur le lieu du duel, un petit cercle où leurs mains étaient attachées ensemble. Les mercenaires crièrent « Vas-y chef, finis-le. Fais payer ce noble arrogant. » Mais Ghislain resta calme, ce qui intrigua Karl. « Il semblerait que vous ayez caché quelques tours dans votre manche pour rester si calme face à moi. » Il tira violemment sur le lien qui les attachait l'un à l'autre et ajouta avec un sourire satisfait. « Mais tu te trompes si tu crois pouvoir me surprendre, j'ai déjà participé à 5 duels Moriana. » Ghislain, observant Karl avec une expression neutre, utilisa la même technique pour rapprocher son adversaire. Puis il murmura quelques mots d'un ton détaché, si glaçant qu'ils firent frissonner Karl, le plongeant dans une sueur froide.